Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school et je suis aujourd'hui en très bonne compagnie. En effet, tu vas faire la connaissance de Gronet, concept artiste, illustrateur et peintre français. Cette montagne de talent qu'est Gronet a commencé par du traditionnel, par la peinture. Et ce n'est que plus tard qu'il a découvert le digital painting et en est lui aussi tombé amoureux. Aujourd'hui professionnel, il s'est spécialisé en freelance dans la fantasy et il a accepté de répondre à toutes mes questions. On va donc parler de son parcours, de son évolution, de son apprentissage, de ses premiers clients, mais aussi de sujets divers et variés. J'espère que cette interview te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller sur digitalpainting.school pour poser directement tes questions à l'artiste, ou même pour découvrir sa galerie. Les liens sont bien sûr dans la description de la vidéo. Allez, bon visionnage! Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan, et je suis aujourd'hui en très bonne compagnie puisque je suis avec Gronet. Salut Gronet. Salut à toi. Salut à tous. Merci d'avoir accepté cette interview. Mais merci à toi pour le coup. J'en suis honoré. Je vais te laisser commencer par une petite présentation, comme ça tu vas pouvoir nous dire un petit peu qui tu es et quel est ton parcours. Moi c'est Gronet. J'ai commencé. En fait, j'ai un cursus assez classique. J'ai fait un bac sciences éco. On m'a découragé vivement le dessin quand j'étais au lycée. Belle ironie. Ouais, comme d'hab. Hein. Et puis donc je suis parti à la fac. J'ai fait un doc d'histoire. Ça me faisait chier. J'ai fait le doc d'histoire de l'art. Et une fois que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire, c'était super intéressant. On a analysé des compos, de peinture de maître, machin, c'était très cool. Mais j'avais pas envie d'être commissaire pour pas déconner. Et donc je suis parti à Paris, je tout plaqué. Je suis parti à Paris chez un peintre à Paris qui m'a appris le job et qui m'a appris à peindre en fait. J'ai touché mes premiers pinceaux avec lui. Je dessinais beaucoup avant, mais j'ai touché mes premiers pinceaux avec lui. Ça a duré 1 an. Donc j'ai mangé un peu de tout, quoi, du modèle vivant, couleur, tébré couleur. Donc d'abord du traditionnel. Ouais. D'abord du tradi, et puis quand je suis rentré dans le Nord, parce que je suis originaire du Nord, à Lille, je me suis mis à peindre beaucoup. J'ai fait des petits boulots pour payer le loyer et compagnie. Et à côté, je taffais la peinture. J'espérais pouvoir monter des expos sur l'île ou être dans une galerie si c'était possible. Et voilà. Donc j'ai commencé d'abord par du tradi. Et puis je dessinais. En fait, ce que je fais en tradi, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire en digital painting. Ou même en crowbar. Quand j'avais du temps libre, ce que je fais en tradi, c'est des rues, des gens, des ambiances de bar, ce genre de trucs. Et en digital painting, c'était plutôt de la fantasy. C'était un univers que je développais petit à petit, qui me plaisait beaucoup, d'inventer des bestioles, d'inventer des créatures, des persos, des environs, et puis voilà. Et puis donc j'ai fait du tradi, j'en fais encore d'ailleurs, et ça me plaît énormément. Et du coup, c'est hyper plaisant d'avoir cette espèce de schizophrénie un peu entre purement le dessin d'observation et également le truc un peu fantasy. Les deux se complètent pas mal. Alors justement, je me permets de rebondir. Comment ça se fait justement que tu aies cette différence entre les deux médiums, c'est-à-dire entre le tradi et le digital où tu es vraiment sur de la fantasy, etc. Comment t'expliques cette différence? Je pense qu'en fait, ce que je faisais pour ma tronche, avec la fantasy et la SF à côté du tradi, c'était pour moi, quoi. C'était juste l'envie En fait, je crois que ce qui m'a vraiment changé, c'est vraiment cette année à Paris chez le peintre qui m'a vraiment fait découvrir le dessin d'observation, la peinture d'observation. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ça m'a énormément plu, beaucoup plus que ce que je croyais. Et du coup, j'aime bien avoir cette schizophrénie-là. Ouais. Je prends autant mon pied en peinture tradi que en digital. Même si maintenant le digital prend beaucoup plus le pas sur le tradi. Et c'est vrai que là, je peins plus énormément et le tradi me manque pas mal. Ouais. Mais je prends tellement mon pied en digital que du coup, ça me va parfaitement. Donc c'est cool. Ouais. Et du coup, tu dis que tu étais pendant 1 an chez un peintre. Ouais. Ça veut dire que c'était quoi? C'était une formation où tu étais à temps plein chez un peintre en atelier? Ouais. J'étais à temps plein. À temps plein, j'avais mon chez moi, je crachais pas chez lui. Mais c'était entre 8 et 10 heures par jour, ouais. 6 jours sur 7. Et il m'a vraiment... Alors, il m'a pas incité à avoir sa touche. Il m'a laissé faire, il m'a juste dit, là, ça serait mieux, attention, cette lumière, ça serait mieux si, parce que regarde, on sent mieux la matière, machin. Mais j'ai pas du tout sa touche et je lui suis vachement reconnaissant de m'avoir tout donné, en fait, sans regarder
Je sais pas, il y avait un échange qui était assez évident en fait, et le fait qu'il m'ait absolument tout donné, et y compris ces espèces de petits tips de peinture ou sa façon de faire, le fait de monter une toile soi-même, machin, m'a vraiment tout appris de A à Z. Et ça, je suis vachement reconnaissant. Il a pas gardé des trucs pour lui, genre non, ça je vais pas lui dire parce que il va essayer de m'enfuir. Je sais pas. Ouais. Il n'y a pas eu de retenue, ça c'est très très cool. Ouais. Donc il y avait une vraie relation en fait de mentor à élève. Oui et non en fait. On a perdu, par exemple, un peu le contact il y a, je dirais au moins 2 ans. Moi, quand j'allais sur Paris, comme j'y vais plus souvent, du coup, j'allais lui rendre visite. Mais ouais, il a donné sans regarder à ce qu'il donnait. Je sais pas comment le dire, mais ouais, sans retenue quoi. Et, ouais, non, c'était très cool. Ouais. Et j'imagine qu'il y avait d'autres élèves. Je sais pas trop, mais ouais. juste d'un mec qui apprécie la peinture, qui a envie de transmettre ce qu'il a appris pleinement et le filer à moi quoi. Ouais, ouais, sans rien garder pour lui quoi. Ouais, complètement. D'accord. Et donc il y avait d'autres élèves ou t'étais le seul? Non, il y en avait d'autres. On était 10, 12 je crois. Il y en a très peu qui ont continué la peinture. Je crois même que je suis le seul. Et enfin en tout cas à ma connaissance. Et ouais, on était peut-être une dizaine, une petite 10, 12, ouais, je dirais. Et non, c'était une super année, c'était une année compliquée, une année super fatigante parce que vraiment je comptais pas nos heures. Mais en tout cas, je suis très très content d'être passé par là, ouais. D'accord. Tardivement, mais je suis très content. C'était vers quel âge? J'avais 22 ans, 21, 22 ans. Bon, ça va, c'est pas si tardif que ça. Non, c'est pas si tardif que ça, mais du coup, je passais presque 10 années à faire que du tradi avec des ventes qui pouvaient aller de très cool à très aléatoire. Et il y a eu des années où je mangeais la moquette parce que les revenus étaient pas super réguliers. Et en même temps, je kiffais ça. C'était un choix que j'avais fait. Je savais que c'était dur. Et je regrette pas du tout. Ouais. D'accord. Bah, du coup, c'est super intéressant parce que tu as un profil qui est un peu atypique, du moins dans l'univers, on va dire numérique. Il y en a beaucoup qui ont commencé par du tradi ou qui font du tradi à côté. Ouais. Qui ont commencé par là, ouais. Et justement, comment s'est passée cette transition finalement vers le numérique? Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à des besoins professionnels? Est-ce que c'était juste pour découvrir l'outil et puis finalement, t'as continué là-dedans? Est-ce que c'était pour découvrir la peinture digitale, tu veux dire? Ouais. Ouais, on m'avait filé Photoshop. J'étais hyper curieux, j'avais pas de tablette, je savais pas comment ça marchait. Je voyais des illustrations sur internet qui étaient complètement folles. Et je me dis putain, allez, pourquoi pas, on va essayer quoi, on va essayer de faire un truc, on verra bien ce que ça donne. Et je me suis mis entre deux toiles, je faisais de plus en plus de Photoshop. Je faisais de plus en plus d'illustrations, j'apprenais de plus en plus de trucs, des trucs que je pouvais tester avec Photoshop, que je pouvais pas faire avec le tradi parce que le matériel, une toile, même un cadre, juste un cadre de toile pour après faire sa toile soi-même, acheter le tissu, acheter le gesso, acheter machin, voilà, ça coûte une blinde quoi. Je parle pas des pinceaux, je parle pas non plus de la peinture, je parle pas des solvants et compagnie. Et ouais, ça coûte cher. Et je me suis dit, c'est le moyen de tester des trucs que je pourrais pas, ou que je peux tester en peinture, mais qui me coûteraient du matériel. Et je me dis, pourquoi pas d'abord tester sur Photoshop. Et puis en fait, super rapidement, je me suis mis à faire des trucs que je faisais en croquis à côté, des trucs fantasy, trucs SF, des trucs apocalypse, machin, apocalyptique. Enfin voilà, c'était des tests au départ qui sont avérés de plus en plus prenants parce que je maîtrise de mieux en mieux l'outil. Et c'était surtout de plus en plus plaisant parce que je pouvais enfin faire ce que je faisais depuis que j'étais gosse et que ces croquis-là ils prennent un peu plus corps avec l'outil Photoshop. Ouais. Donc ouais, ça c'était un vrai tournant, ouais, carrément. D'accord. Ouais. Et j'imagine, vu que tu gagnais non seulement du temps, mais en plus t'économisais de l'argent, etc. par rapport au matériel, que tu as pu multiplier le nombre de croquis et d'illustrations que tu as faites. Ouais. Donc j'imagine que tu as pu progresser aussi plus rapidement parce que tu as pu plus expérimenter. Ouais, parce que j'avais déjà l'expérience un peu de la tradi, du dessin d'observation et j'avais des petites. Alors, je suis pas un génie de la couleur, mais j'avais des petites notions de couleur qui étaient déjà présentes. Donc Photoshop, une fois que j'ai juste même les bases, juste appris comment utiliser des brushes ou à utiliser la couleur sur Photoshop, très très vite, ouais, c'est vachement. Je fais le melon, mais ouais, c'est venu assez rapidement. J'ai eu énormément de difficultés au départ pour appréhender l'outil. Il y avait plein de trucs que je comprenais pas, les calques de fusion, ce genre de trucs. Je me dis, putain, quoi c'est ça ?
Ouais, c'est souvent rebutant au début, surtout quand on vient de tradi. Ah, faut se forcer. Hein. Et les compos étaient pas les mêmes aussi. Il y avait entre le dessin d'observation et ce que je pouvais faire, j'avais pas envie d'exprimer les mêmes choses, donc les compos devaient changer, donc je devais trouver une nouvelle manière de. J'ai tout réappris en fait avec Photoshop par rapport au tradi. Ouais. D'accord. Sauf les bases couleurs. Mais ouais, c'est venu assez rapidement. Ça m'a pris de plus en plus de temps. J'étais de plus en plus emballé par le truc et c'était il y a 3 ans, je me suis dit, je saute le pas, quoi, plutôt que d'avoir tout le temps le cul entre deux chaises. Je me dis, bon, allez, je vais vraiment me mettre au digital painting et advienne qui pourra, advienne que pourra, quoi. Et je vais toucher du bois. Et ça se passe super bien depuis. Bah justement, j'allais y venir. Comment ça se passe aujourd'hui finalement? Qu'est-ce que tu es? Quelle est l'étiquette que tu te mets? Illustrateur, concept artiste? Est-ce que tu gagnes ta vie en partie grâce à ça? Un petit peu avec le digital painting. Complètement là depuis que j'ai fait ce switch là, ça fait 3 ans. J'en vis pleinement maintenant. Et du coup, quelle étiquette je me file? Là, ça fait très longtemps que j'ai pas touché du tradi. Il va falloir que je m'y remette parce que j'ai 2-3 commandes qui sont en attente depuis un petit moment. Et non, je suis plutôt illustrateur, concept artiste plutôt que maintenant peintre tradi, quoi. D'accord. Je garde encore ça, ce petit affixe là de peintre illustrateur, mais je suis beaucoup plus illustrateur maintenant et concept artiste que peintre traditionnel. D'accord. Et donc, d'après ton portfolio, t'es quand même vraiment penché fantasy, un petit peu SF aussi, mais donc tu t'es un petit peu retrouvé dans cette espèce d'univers dans ton activité. Ouais, complètement. Fantasy, vraiment. Là, je développe un univers depuis le commencement depuis que j'ai commencé mon book en fait. Même déjà bien avant ça, j'avais quelques petits persos en tête, mais j'avais pas développé autant. Donc là, je suis vraiment sur ce truc fantasy. J'ai envie de faire la même chose avec un univers SF, histoire de toucher à un autre vocabulaire de forme, à avoir d'autres expériences de digital, savoir si je pourrais éventuellement amener un truc, je sais pas. Là, j'ai vraiment envie. J'ai une petite histoire qui tient en 3 lignes, mais qui du coup peut, comme avec la fantasy, mais qui du coup peut permettre pas mal d'itérations entre les environnements, les persos et les assets, ce genre de trucs, qui peut être vachement intéressant à développer. C'est un univers que je développe pas assez, la SF, et j'aimerais bien le faire. D'accord, donc là, tu as vraiment un projet personnel que tu es en train de monter alors. Vraiment une espèce de quoi de... Fantasy, ouais, en fantasy surtout. Ouais. J'aimerais bien que ça prenne un peu plus corps, j'aimerais bien avoir un poil plus de temps pour développer ce que j'aimerais développer, mais ouais, j'ai encore masse de croquis à finir, j'ai encore plein de trucs. Ouais. Et il est en train de se développer. J'aimerais bien. L'idée, c'est d'en faire une espèce de jeu vidéo. Enfin, en tout cas, c'est l'idée qui me traîne. Si je devais faire un jeu vidéo, quel personnage serait présent, qu'est-ce que ça serait comme type de jeu vidéo, quels environnements, quel gameplay, quelle histoire, ce genre de truc. Donc ouais, je suis un peu en train de développer ça en ce moment. Ça va faire 1 an et demi. Je travaille pas assez ça, mais entre les boulots perso et les boulots pro, ça me prend pas mal de temps, mais je développe ça à mon rythme, mais je développe ça un peu. Ouais. Donc tu as toujours, en fait, ce que je rebondis un peu sur ce que tu disais, tu as toujours une part de projet personnel, même actuellement, alors que pourtant, voilà, ta carrière est lancée, etc. Il y a toujours des créations personnelles, des projets personnels, des envies comme ça. Ouais, c'était super important. Enfin, il y a, j'en parlais avec un pote concept artiste, illustrateur de génie. Donne-nous son nom. Qui s'appelle Jérémy Vitry, alias Kourou. Il revenait du THU, on en a parlé, et il me disait qu'il avait vu l'intervention de Nick Carver, le concept artiste qui a fait Overwatch, et il me disait qu'il avait au départ ce mec-là, Nick Carver, il était 3Diste. Ça le frustrait de faire que la 3D, il s'est mis à la 2D, et il a peint énormément. Enfin, il a conceptualisé des environs, des persos, mais masse, quoi, juste sur des projets perso. Et il me disait que c'était affolant parce qu'il avait une somme de travail qui était dingue. Et il avait quand même ces projets perso qui lui permettaient de développer un univers, de toucher à plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est cool, du coup, de trouver un écho de ce que je fais à mon modeste niveau avec un gars comme Nick Carver. C'est très cool. Donc ouais, je pense que c'est super important de toujours avoir des boulots perso à côté des boulots pro, sinon. Ouais. Donc faut quand même que ce soit un truc qui est vraiment
drivé par la passion. C'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes notamment qui veulent devenir illustrateurs, etc. et qui perdent, on va dire, qui ont une image du métier comme étant un petit peu le Saint Graal. C'est-à-dire une fois qu'on a atteint le niveau professionnel, on arrête tout, c'est bon, on travaille pour pour des clients, pour un studio, et donc on n'a plus vraiment besoin de faire des illustrations personnelles, etc. C'est comme si c'était juste un cheminement jusqu'à devenir professionnel, alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment obligatoire de continuer les créations perso. Clairement, parce qu'entre deux boulots pro, c'est parfois très compliqué parce qu'on peut pas diffuser ce qu'on fait pour pour des contrats. Il y a toujours ce NDA, le Non-Disclosure Agreement, qui dure 5 voire 6 mois. Moi, par exemple, avec Games Workshop, c'est des NDA qui peuvent durer jusqu'à 1 an. Si pendant 1 an, on produit pas à côté pour des trucs perso, pour qu'on soit diffusé, pour qu'on montre ce qu'on fait, pour qu'on soit donc vu et donc ça nous amène d'autres contrats, ça peut devenir super rapidement compliqué. Si on s'arrête au boulot pro, on peut déjà tirer une croix sur le job, je pense. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, ça reste super important. J'en parle à plein de potes qui me disent qu'ils font exactement la même chose. Donc non, il faut toujours les boulots perso, sinon, il faut aussi, il y a des boulots pro qui sont moins enthousiasmants que d'autres. Et il faut aussi se faire plaisir et sortir de bon, ce boulot m'a bien fait chier, mais là, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et il faut le faire. Sinon on crève. Donc non, c'est hyper important. C'est pas l'aboutissement que d'arriver à avoir un premier boulot pro. C'est déjà très cool, mais il faut encore taffer. Ouais. Très bien. Justement, on va repasser du côté du pro. Comment tu as réussi à attraper tes premiers clients? Est-ce que c'est toi qui les as contactés? Est-ce que c'est toi qui as été contacté par eux? Comment ça s'est passé? J'ai fait mon book en 2016. Je l'ai fait en 2013, je crois. 2012, 2013. Je l'ai posté. J'ai créé mon compte Facebook pro en même temps. Je les ai postés au fur et à mesure que je l'ai fait et je prenais 3 jours pour une illustration finie. Il fallait que 3 jours, en 3 jours, il fallait que je torche ça. Pas le torcher pour dire de le torcher, mais il fallait que ça aille vite, il fallait que je sois toujours dans le mood et il fallait créer ce book. Et pourquoi cette contrainte de 3 jours? Parce que c'était la fin des 2 mois d'été, on était, je crois, début août. J'avais grosso modo 3 ou 4 semaines de libre avant que je reprenne la peinture tradi. Et la peinture tradi c'était super chronophage. Et je me suis dit, c'est maintenant, faut pas que je tarde, c'est maintenant. Et donc je m'étais donné 1 mois pour dire, allez, je le fais maintenant, quoi. Et du coup, le fait de travailler un peu sous pression, ça m'a pas mal aidé à être productif. Donc du coup, je l'ai fait. Je l'ai diffusé sur Facebook. Donc tous les 3 jours, il y avait une nouvelle illustration qui arrivait. Ça s'est vu. J'ai été contacté. Moi, j'ai contacté aussi énormément de boîtes comme Fantasy Flight Games, comme Alderac Entertainment, ce genre de boîtes par lesquelles on fait appel quand on commence. Et j'ai eu la chance, parce qu'ils avaient vu le book Fantasy Flight Games et Alderac, de décrocher mes premiers jobs avec eux. Et donc ça m'a aidé à commencer clairement dans le job. Ouais. Si j'avais pas eu Fantasy Flight Games ou Alderac, je pense que j'aurais ramé encore un petit moment. Alors je dis pas que c'est des boîtes qui offrent le Saint Graal, hein, clairement pas. Je le dis maintenant et je le redirai, c'est pas assez payé pour le travail qu'ils nous demandent. Et ils sont très exigeants, alors que c'est très peu payé. En tout cas pour une illustration et le temps que ça peut demander. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là quand même. Ouais. Le fait qu'il y ait des budgets tellement petits mais que les attentes soient quand même tellement élevées. Ouais. C'est pas que les budgets sont petits chez Fantasy Flight Games, ils sont leaders sur le marché du TCG. Je vois pas, c'est juste que le grand patron veut pas augmenter et il veut pas payer plus que ça des illustrateurs qui restent un outil dans la chaîne de la production de la carte. Donc ouais, ça a fait chier. Puis après on calcule, on se dit bon, si je fais 4 ou 5 cartes, ça devrait passer pour ce mois-ci. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis après à un moment ça nous saoule parce qu'il y a on fait on suit le brief à la lettre. Il y a toujours des espèces de micro retouches pour faire tarder. On file la carte avant la deadline, l'illustration. Puis en fait, je me suis rendu compte de ça au bout de la 5e carte où ils font traîner, où ils font font faire des micro retouches débiles qui se verront pas sur une carte qui fait 4 cm sur 5. Mais ils les font faire pour nous faire traîner jusqu'à la deadline et après ils ont 30 jours pour nous payer. Donc et en général ils attendent pas, ils attendent le décompte. Donc ouais, ça c'est super pénible. Mais moi ça m'a permis de commencer et je vais pas cracher dans la soupe. Ça a été compliqué mais je veux pas cracher dans la soupe maintenant. Enfin, c'était une expérience qui m'a appris vachement sur l'illustration pour le coup.
et sur comment gérer un format avec lequel je me sentais pas forcément à l'aise. Donc c'était un bien pour un mal. Ouais. Et peu de temps après, d'après ce que j'ai vu dans ton portfolio, tu as quand même réussi à décrocher Games Workshop, donc qui est quand même assez prestigieux finalement. Et là, c'est pareil, comment c'est venu? Alors, c'est toi qui les as contactés au fil du temps ou est-ce que c'est eux qui sont revenus vers toi? Avant ça, il y a eu Applybot, pour qui j'avais fait 2 ou 3 sets. Et c'était une grosse période pour Applybot où à chaque fois que moi je voyais une illustration, c'était un illustrateur fou, genre du Dave Raposa, du Tyler Jacobson ou du Johan Baudin, ce genre de gars où on se dit waouh, c'est chaud. Et donc par l'intermédiaire d'un pote que je vais citer, c'est vraiment un super gars, c'est Marc Taris, qui m'a dit tu devrais tenter. Et j'ai tenté, ils m'ont contacté, et ça a commencé comme ça. Et après, une fois que j'avais fini un set, je crois, je me suis dit, j'ai pris confiance, on verra bien. J'avais vu une annonce de Game Workshop qui cherchait des illustrateurs. J'ai envoyé mon folio du set que j'avais fait, de 1 ou 2 sets que j'avais fait déjà pour Applybot, plus des illustrations perso. Ils m'ont dit, ok, on te prend, on fait un essai, et ça a matché. Donc, on a fait un essai. Ouais, j'ai fait un essai, j'ai pas fait de test. J'ai fait une illustration directement, c'était un environ. Et après, j'ai fait une scène de bataille épique. Et ouais, c'était. Donc comme quoi, faut tenter. Comment? Pardon, donc comme quoi, il faut tenter en fait, faut essayer, même si on se dit qu'on n'a peut-être pas le niveau, des fois, faut se jeter à l'eau, quoi. Ouais, complètement. Et je l'avais fait pour, par exemple, après le book, donc toujours en 2013, j'ai envoyé masse de mails avant de décrocher mon premier job. Ouais, ça prend. Après, on se dit bon allez, on s'en fout, on va le tenter. Et si on tente pas, il se passera jamais rien. Et je l'avais envoyé à Wizard of the Coast. Le Saint Graal. Hein? Le Saint Graal. Un peu. Et ouais, j'avais envoyé à eux et puis ils m'ont envoyé un mail de retour en me disant bah non désolé. Bon bah c'est pas grave, j'ai tenté, je réessayerai plus tard. Mais ouais, il faut tenter un max des boîtes qu'il faut pas non plus là. Moi j'ai fait Wizard of the Coast parce que je dis bah on sait jamais, on s'en fout. et puis non après j'ai envoyé à masse de boîtes qui pour qui mon profil pouvait potentiellement être en tout cas pouvait matcher avec eux, ouais. Mais j'ai pas fait j'ai pas fait Riot Games ni Blizzard, mais j'ai fait c'est bien mort. Et oui, j'espère. Et voilà. Donc ouais après Games Workshop qui m'a contacté que j'ai contacté, qui m'ont filé des illustrations, puis je continue encore avec eux, j'ai une illustration à faire pas très long. Excellent. Et d'ailleurs, comment ça se passe en général avec eux d'ailleurs? Quel est le déroulement d'un projet classique, d'une commande? Avec Games Workshop? Ouais, ou avec les autres, si ça diffère. Réception d'un brief. Alors soit on a une espèce de deadline pour le croquis, et ensuite une nouvelle deadline pour le résultat final. Ou alors avec Games Workshop, ce qui se passe, c'est qu'on envoie des étapes intermédiaires. On envoie des work in progress pour qu'on puisse retoucher au fur et à mesure. Si jamais il y a des trucs à retoucher, une compo qui déconne, un perso qui matche pas avec la figurine, parce qu'il faut vraiment faire du. Ah, j'allais dire, faut rester très fidèle à l'univers. Là, je pense qu'il y a beaucoup de contenu. Ah ouais. On va faire toucher. C'est un perso au 3e plan, on va faire toucher une cicatrice. Mais la cicatrice, on la voit pas. Du 3e plan, on se voit pas, on s'en fout. Non, il faut vraiment que ça colle, ouais. Donc au niveau des retours, ils sont très durs. Alors ils sont pas très durs ils sont pas véhéments dans les mails, hein. Ils disent pas dis donc, espèce d'enculé. C'est vraiment, c'est surtout au niveau de la fidélité des persos, ouais. De l'ambiance et la fidélité des persos, ouais. C'est assez compliqué. Mais ça reste hyper intéressant. C'est toujours des compos qui sont super compliqués à aborder avec masse de personnages. Et il faut que chaque personnage match avec la figurine, avec leur univers, ça c'est super dur. Mais ça apprend beaucoup du coup. Donc ça reste une bonne expérience avec Games Workshop. Après, il y a des trucs où moi, vont faire arracher les cheveux. Mais putain, c'est pas possible, j'ai jamais y arrivé. Le client qui valide jamais, c'est ça, qui a toujours des retouches. Et... c'est chiant. Mais ça se passe très bien. Donc, c'est cool. D'accord. Donc, j'ai quand même l'impression que t'es vachement spécialisé dans le TCG. Donc, petite précision pour ceux qui connaîtraient pas le terme. Donc, c'est grosso modo les jeux de cartes, donc comme Magic, etc. Donc, j'ai l'impression que t'es spécialisé là-dedans, alors. Ouais, parce que en fait c'est ce qui fait appel le plus à l'illustration finalement. On a soit un perso, soit un enviro, il faut essayer de le mettre en scène, il faut avoir un petit storytelling qui peut être sympa, il faut avoir une compo qui se tienne, et ça c'est vraiment les trucs qui me plaisent. Alors après moi j'aime beaucoup le concept,
J'en fais pas assez, mais j'aime beaucoup ça. Et ouais, j'ai travaillé en tant que concept artiste pour Nadeo Ubisoft. Ça s'est très bien passé, mais ouais, c'était un peu, je me dis que c'était un peu court, mais D'accord. Ouais, quand tu as travaillé en tant que concept artiste, c'était aussi en freelance ou c'était en studio? Freelance, freelance. Et là, j'ai été contacté par peut-être 2-3 boîtes où ils m'offraient des trucs de fou. Je devais faire tout le cara d'un jeu vidéo, les persos principaux, les boss, les mobs, et je devais tout faire. Et je peux pas accepter parce qu'en ce moment je suis intervenant à New Edge. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai pas envie de faire ça par-dessus la jambe, donc je le fais vraiment de manière super carrée. J'ai pas envie de me dire bon c'est pas grave parce que j'ai un projet pro à côté. Ouais, choix difficile alors. Non, pas choix difficile parce que New Edge c'était pareil. J'ai commencé en mois de septembre, fin septembre, et je savais pas si ça allait me plaire. C'était un peu genre bon allez, on verra bien. J'ai préparé tous mes cours, j'ai revu toutes, mais ça m'a permis de revoir toutes mes bases de manière un peu plus sereine et saine, puisque j'ai arrêté mes contrats fin août pour pouvoir avoir tout le mois de septembre pour préparer mes cours. Donc j'ai revu tout ça assez sereinement et non, ça me plaît énormément, ça me plaît vraiment beaucoup. Le soir en plus j'ai du temps aussi pour taffer, donc. Alors je précise quand même. Je précise juste que là, tu parles bien de ton activité en fait de professeur, donc dans une école à Paris, c'est bien ça. Tu enseignes le dessin et le digital painting, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Et ça se passe vraiment super bien, il y a une super équipe. Et c'est vraiment top. Je pense que c'est l'école, je le dis pas pour genre le coup de plus bas de balle, hein, mais c'est vraiment typiquement l'école que j'aurais adoré faire étant plus jeune, ouais. Clairement. Et ça fait combien de temps alors que tu fais ça? Ça fait 1 an, 2 ans? Chez New Edge, ça fait depuis fin septembre. Donc c'est vraiment tout récent. C'est tout récent, oui, ok. Ouais. Moi, je pensais que ça faisait déjà 1 an ou 2 ou 3. Ah non. Ça sera à eux de me dire s'ils veulent continuer, mais non, ça fait depuis fin septembre. Ouais. D'accord. Et du coup, ça te plaît alors de enseigner, d'être pédagogue, tout ça? Ouais, puis d'avoir la chance de pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris aussi. Enfin, je trouve ça complètement. Pas complètement con. Il y en a, je comprends que des gens veulent pas, soit peuvent pas, soit n'ont pas envie. Franchement, il n'y a vraiment pas de problème. Moi-même, je savais pas si ça allait me plaire. Mais le fait de pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris à des étudiants et qui, d'un coup, il y a des espèces, parfois, des petits déclics qui se font genre, ah oui, putain, d'accord, j'avais pas compris ça. Et c'est super plaisant. Et en plus, oui, ça me permet, moi, de réviser, entre guillemets, tout ce que je laisse depuis trop longtemps de côté, quoi. Genre réviser la natte de manière beaucoup plus sérieuse que ce que je faisais. Qu'est-ce que tu te bats avec une bouteille là? Et ouais, est-ce que c'est super plaisant en tout cas. Moi, j'adore ça. Je pensais pas autant, vraiment. D'accord. Je peux bien comprendre de ce côté-là, ouais. Ouais. Et comme en plus, ça me laisse du temps à côté pour, en tout cas le soir, pour bosser les projets pro, c'est très 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 cool. Donc ouais, vraiment top. Ok, bon, alors Grenet, je te laisse nous parler un petit peu de ton évolution graphique, de ton parcours, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui où tu es devenu un maître en digital painting. Ah, arrête tes conneries. Là, je suis pas bien là. Ça c'est une des premières illus. J'étais sur Café Salé à l'époque. J'y suis encore, j'y retourne plus très souvent malheureusement. Et ça c'était une des premières illus que je voulais un peu, que je voulais terminer, voilà, qui est un truc un peu qui se passe. Ça a été celle en tout cas sur laquelle j'ai le plus bossé avant mes petits crobards. Je faisais plein de petits crobards, mais celle-ci c'est celle que j'ai voulu le plus pousser. Alors il y a encore pas mal de maladresse, mais avec le recul je me dis ça va, c'est pas si dégueulasse. Alors storytelling est pas magique. C'est dégueulasse, oui. De quoi? Je confirme que c'est loin d'être dégueulasse. C'est pas non plus formidable, mais ouais, ça m'a pas mal appris des techniques d'incrustation de texture que je faisais jamais avant, des reprises un peu de photobâche pour les plantes, ce genre de trucs. Alors c'est pas parfait, c'était une première approche, mais ouais, ça m'avait appris pas mal et j'avais fait cette illus juste après avoir vu un tuto de Feng Zhu. Donc peut-être qu'il y avait des espèces de techniques de painting qui se rapprochaient un peu de la tradi, qui me plaisait beaucoup quand je regardais Feng Zhu, et ça m'a donné envie de pousser un peu le truc. Ouais. Il y avait celle-ci, ça c'était la même période, je crois. Et pareil, c'est des petites ambiances
C'était prétexte surtout à travailler des trucs, des designs, ou voilà, essayer d'avoir des trucs un peu sympas qui sortent. On sent des bases déjà très solides. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'impressionne toujours, et là, je le retrouve déjà là même dans tes premières illustrations, pardon, en digital painting, c'est ce travail de la lumière que je retrouve sur chaque image dans ton portfolio et qui me sidère à chaque fois. C'est vraiment la gestion de la lumière, quoi. Ouais, non, vraiment, on sent qu'il y a une vraie réflexion. Est-ce que tu fais ça, je sais pas, de manière consciente, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient du tradi, ou ça te semble juste logique? Non, alors non, c'est clairement pas. Des fois je me force. Enfin là pour le coup c'était assez basique. Ouais, j'ai qu'une lumière principale, j'ai une backlight et puis voilà, rouler jeunesse quoi. Mais ça vient juste du tradi. Puis c'était une manière c'était des prétextes en fait pour essayer de travailler tel ou tel truc. Alors je sais pas, non, je crois pas avoir un truc inné avec la lumière. Et des fois vraiment je galère sèchement quoi. D'accord. Et ça c'était la même année je crois. Et c'était après un tuto de Feng Shui encore. J'allais dire là, je reconnais un peu le style. Ouais, clairement. Mm. Et c'était pareil, c'était juste le challenge en plus. Moi, c'est que j'avais utilisé que 2 brushes, une brush plate à bordure et puis une brush un peu molle. Ouais, très sympa. Merci. Et ça, c'était en 2010, je crois. C'était une de mes premières bestioles sur Photoshop. Ouais, pas mal du tout. C'est de valeur déjà. Ouais. De quoi? Très bonne valeur déjà. Enfin. C'est gentil. Non, c'est vraiment cool comme boulot. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu touches un peu à tout, c'est-à-dire autant les personnages que les créatures, que les environnements. Est-ce que c'est un choix justement de savoir un petit peu tout faire? Est-ce que tu n'as pas des fois eu envie de te spécialiser? Est-ce que c'est par rapport à des contraintes pour le métier? Mais j'avais peur que se spécialiser, j'avais peur que ça me ferme, alors pas des portes, mais que ça me ferme des savoir-faire. Et je suis pas spécialisé, et je pense pas être très bon dans un domaine, et vraiment, je pense que je suis moyen partout, et qu'avec le moyen partout, je parviens à faire des illustrations qui tiennent à peu près la route. Et non, c'est juste que alors au début les enviros ça me faisait chier puissance 1000 et mais vraiment j'étais allergique quand j'avais des enviros à faire, je non putain, j'ai pas envie de le faire. Et en fait en poussant un peu le truc, je crois que c'était sur celle-là, je m'étais forcé à avoir beaucoup plus d'enviro que de perso, et ça m'avait vachement plu. Alors il y avait masse de contraintes, enfin qu'à l'époque je prenais pour des contraintes comme la perspective ou genre de conneries, ou c'est un peu comme quand on fait un perso et qu'on se rend compte qu'il y a des proportions à tenir et des muscles à établir aux bons endroits. Il y a des espèces, quand on les apprend et qu'on refait un boulot perso, on se dit ça devient des contraintes, ça fait vraiment chier. Et là, cette illustration-là, je l'avais vraiment vue comme ça, avec les contraintes de perspective et compagnie. Je me dis, mais en fait, ça pourrit mon idée de départ et ça me fait chier. Et en fait, au fur et à mesure d'en faire, au fur et à mesure de jouer avec ces contraintes, avec les lumières, à comprendre comment la lumière réfléchit sur différents matériaux, et il y a des trucs qui se passent, et là, je prends beaucoup de plaisir à faire des enviros. Ouais. Je crois que c'est presque en passe d'être un truc préféré. Ah oui, à ce point-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça prouve encore une fois que dans l'apprentissage, il y a des choses qui nous bloquent, qui nous rebutent, on va dire, comme justement la perspective, les règles de lumière, etc. Et finalement, une fois qu'on s'est un petit peu fait violence, on va dire, et qu'on a ingurgité tout ça, petit à petit, les blocages disparaissent, la frustration aussi, et ça laisse place au plaisir finalement. Complètement. Et il y a pas passer, même si on bloque, ça veut pas dire forcément qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, c'est juste, faut passer le cap, et après, c'est que du plaisir. Ouais, complètement. C'est vraiment ça. Il y a des, j'ai aussi je le vois avec les étudiants, où par exemple là, on a fait une semaine d'anat et de biologie. Avant, c'était, quand je voyais leur croquis perso, alors il y en avait des vraiment très cool, mais il y avait aussi un peu de cara design qui était très cool, mais très mal fabriqué, assez mal construit. Et quand on a fait ce truc d'anat, ils voyaient ça comme une contrainte supplémentaire. Franchement, je leur ai dit, faites-vous plaisir aussi chez vous et essayez de refaire vos persos avec ces contraintes entre guillemets là. Et au fur et à mesure que vous allez les maîtriser, vous allez pouvoir en jouer. Et c'est ce qui se passe maintenant avec plein d'illustrateurs quand je regarde attentivement et que j'essaie de décortiquer l'image et pourquoi ça marche et pourquoi c'est dynamique et blablabla. Je remarque qu'il y en a, mais les 3/4 qui défendent complètement leur perso pour avoir plus d'impact. C'est parce qu'ils connaissent déjà ces grosses bases là. Ouais. Qui peuvent s'en amuser, et du coup c'est pas du tout choquant et ça apporte juste du dynamisme ou un mood à l'image qui est particulier. Donc ça c'est super. Il faut déjà passer par ces bases un peu rebutantes au début pour ensuite s'éclater encore 3 fois. Ouais, complètement. C'est se libérer en fait de l'aspect technique pour pouvoir après se faire plaisir complètement. Clairement.
Et ouais, ça c'était encore la même période, je pense. Ouais, c'était juste après. Voilà, je m'entraînais pour les environs. Ah, très sympa, hein. Belle profondeur. Ouais, avec le recul. Et ça c'était pareil, c'était sur Café Salé. Avec le recul, il y a plein de trucs qui merdouillent. Et en plus, j'avais perdu l'ambiance que j'aimais bien du croquis de départ. Et ça, c'était sur Café Salé. C'était un concours quand Diablo 3 allait commencer à être mis sur le marché. Il y avait un concours, on pouvait gagner une clé pour pouvoir jouer à Diablo 3 et j'en avais eu une pour jouer à la bêta avec Stylus sur Café Salé, on était 10-15. Et ouais, non, c'était cool à bosser. Là, moi, du coup, j'avais tapé dans Diablo 2. D'accord. Et voilà, ça c'était la première pièce. C'est encore un work in progress, ça. Je croyais que j'avais gardé la version finie, que j'ai encore d'ailleurs sur mon folio, et que j'ai bossé vraiment comme un truc tradit. J'ai eu exactement j'ai eu un seul calque. J'ai bossé exactement de la même façon que j'aurais pu peindre une toile, et du coup j'ai eu vachement de plaisir à faire ça. D'accord. Ça c'était un truc SF pareil pour essayer alors il y avait deux trucs aussi qui m'interloquaient, c'était la compo, enfin il y en avait trois même. C'était les environnements d'une part, c'était la compo d'autre part, et le troisième truc c'était le storytelling. Essayer d'avoir une espèce de petite histoire pour que l'image que je présentais elle ait plus d'impact. Ou qu'on puisse un peu plus s'immerger dans l'image. Le storytelling m'intriguait énormément, et donc du coup j'essaie de retrouver ça même avec les persos, avec leurs accessoires, ou avec je sais pas, une espèce de, enfin, ne serait-ce que sur une armure, avoir une espèce de grosse trace de griffe énorme, où on sait que ça implique plein de trucs. Ça implique le fait que c'est un guerrier, ça implique qu'il s'est fait au moins moufter une fois par une grosse bestiole, ça implique qu'il a dû être blessé. Enfin, et juste cette grosse griffure sur une armure, ça peut ne plus vouloir dire la même chose selon si on change de perso ou pas. Et je trouve ça vachement intéressant. Enfin, il y a bien deux trucs sur lesquels je fais attention maintenant, c'est la composition et le storytelling. C'est un truc que je surkiffe faire, glisser des tout petits trucs pour que l'œil puisse voyager sans que ça parasite le message principal entre guillemets. Et ouais, c'est un truc que j'adore faire. Ouais. Storytelling, c'est vraiment. Si je peux me permettre, ça se ressent vachement, hein. Effectivement, lorsque je regardais ton portfolio, on sent un souci de la compo, storytelling. Il y a toujours une petite scène à comprendre. Enfin, c'est un peu ce ouais. L'imaginaire a toujours une place pour développer un petit peu ce qui se passe en fait. Ouais, c'est ce que j'aime bien développer. Ouais. Et je pense que c'est une vraie force. Hein. Je suis assez d'accord. Ouais, ça c'est ça c'est le folio du coup dont je parlais tout à l'heure en 2013, et voilà, en un mois j'avais fait ça. C'est toutes ces petites images qui ont toutes un lien entre elles sauf celle-ci. Ouais, ça c'était pareil. Je travaillais l'environ et la perspective. Et ouais, un peu de storytelling, machin. Ça c'était pour Applybot, c'était mon premier set avec Applybot. Très dynamique. Ouais, mais j'essayais du coup de me sortir un peu les doigts et dire bah allez, maintenant il faut y aller quoi. Et j'avais pas envie que ça fasse tâche dans le catalogue Applybot, parce qu'il y avait vraiment des monstres, et avec le recul pareil, encore une fois je me dis ça va pas, ça c'est dommage, ça pue, mais j'étais très content de la faire. Ça m'a vraiment poussé jusqu'au bout de ce que je savais faire, de ce que je pouvais faire, jusqu'à ce que je continue un peu à progresser justement pendant ce set. Et quand je remets les yeux dessus, je me dis ah là là, qu'est-ce que ça peut être parasitant là, ces grosses textures dégueu. C'est la maladie de tout artiste, ça. Ouais, il y a satisfait ses anciens travaux. Ouais, complètement. Et puis, du coup, c'est bon signe, hein, c'est qu'on progresse. Ouais, il y a un côté quand même qui est vachement plaisant, hein. Faut quand même pas se le cacher, ne serait-ce que de se dire sur celle-là je vois toutes les fautes qu'il peut y avoir. Clairement, c'est assez appréciable. Ouais. Alors du coup, et tout le reste, c'est sur MarchStation. Ouais. Donc ce sont vraiment ces dernières illustrations-là, donc que tu as fait en 2013, hein, c'est ce que tu disais. C'est en 2013, ouais. 2013, qui t'ont permis en fait de décrocher tes premiers clients. Exactement. Alors attends, dès que j'arriverai à me dépatouiller, hop, voilà. Ouais, c'est ce folio-là, cette série d'images que je viens de montrer qui m'a permis de toucher mes premiers clients, et puis décrocher mes premiers contrats, de pouvoir commencer à en vivre et de pouvoir faire quelque chose de sympa. Et du coup, voilà, on est là, et là c'était mes 7 Applybot. Ouais, on les retrouve. Ouais, ça c'était Applybot aussi. Legend of the Cryptids, c'était vraiment, ils avaient des briefs qui étaient vraiment très cool, où dès que tu lisais les premières lignes, tu disais ça va être bien. Ouais, c'est la badass. Ouais, alors t'as un démon, et il défonce tout avec les flammes, et derrière lui une grosse bestiole. Ok, c'est bon, je prends. Et ouais, c'est très très cool. Puis après, du coup, je faisais des petits concepts pour ma poire.
qui m'ont permis de faire un peu de cara pour des petites boîtes de jeux vidéo. Voilà. Celui-là. Et qui font partie de ce projet perso avec ce perso qui faut que j'arrête avec lui, il devient trop récurrent avec ce personnage-là. Ouais. Voilà, que ça c'est ça serait un des boss de fin de niveau. J'adore vraiment c'est vraiment le type d'illustration que j'affectionne le plus parce qu'on retrouve ce dont je parlais avant, c'est-à-dire ce travail sur la lumière avec des choix justement de compos vraiment très osés, comme le fait justement de mettre finalement les 2/3 au moins de la créature dans l'ombre et de ne montrer dans la lumière qu'un tiers. La pose très dynamique du personnage, donc on comprend que là, il vient de se retourner. Enfin, ouais, ça raconte une histoire, il se passe un truc, c'est bien raconté, c'est dynamique. Ah, ben merci. Je suis vachement impressionné par ton boulot. Merci. Ça va voilà, pas bien, non? Des fleurs comme ça. Ouais, il faut arrêter, c'est pas possible. Je peux pas aller, en plus, laisse-moi tranquille. Modeste. Mais ouais, c'est, je sais pas. Mais alors, il y a aussi, ça c'était pour ma deuxième pour Game Workshop. Il y a un truc qui est aussi bizarre, c'est que c'est pas forcément. Et moi, j'avais gardé ça en tête pendant hyper longtemps. Ouais. Et sur cette illus-là, surtout, j'ai cette révélation. Et c'est pas les images sur lesquelles on passe le plus de temps qui sont les plus efficaces. Celle-ci, par exemple, elle m'a pris une journée, je crois, une journée et demie. Et parce que j'ai jeté le truc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, allez, je vais le mettre sur Facebook, on verra bien. Et quand j'ai vu le nombre de likes, je me dis, ouais, je comprends pas trop, mais ok. Et quand je l'ai mis sur ArtStation et que j'ai vu que les 3 premiers likes, c'était Sparte, Mathieu Kutsiala et Marc Simonetti, je crois que non, c'était Jean-Baptiste Monge. Oui. C'est très bizarre. Ça fait bien l'ego, ça. Ouais, complètement. Même si les mecs ils passent juste et puis ils foutent, allez tiens, lui on va lui foutre un like, il sera content. C'est juste se dire que ça a plu à ces gars-là que je connais depuis masse de temps, qui sont des modèles, qui sont, je pense surtout à Jean-Baptiste Monge que je surkiffe. Et juste en plus le fait qu'ils mettent un commentaire et tout, je me dis ouais, c'est quand même c'est nos Oscars à nous quoi. On se dit putain, c'est quand même très cool. Et, ça va mettre en confiance, ouais, complètement. Ouais. Puis des gens que t'admires depuis masse de temps, et j'ai tous les artbooks de Monge, et quand je vois qu'il lâche un commentaire, c'est quand même super cool. Quand je vois que des gars dont je surkiffe le boulot, je vais le citer encore parce que vraiment c'est s'il y a bien un gars aussi qui m'a envie de donner envie de peindre, c'est bien Marc Simonetti. À chaque fois que j'achetais un bouquin de fantasy, il en faisait la couve, et c'est quand même super plaisant quoi de pouvoir de temps en temps avoir des espèces de petits pics comme ça de rappel qui nous rappellent pourquoi on fait le job quoi. C'est aussi pour ça. Et c'est quand même très cool. Je comprends. Et ça c'est toujours le petit projet avec un petit concept de level. Ah, c'est sympa. Et du coup, pendant que tu crées ces illustrations pour ton projet personnel, est-ce que tu t'es volontairement mis ces contraintes de te dire, il y aura un petit peu de game design, il y aura, enfin, comme si c'était pour un jeu vidéo, en fait, c'est un petit peu ce que tu disais au début. Donc, tu t'es volontairement mis ces contraintes? Ouais, bien sûr, ouais. Essayer de faire comme si j'étais en studio, qu'on me demandait de travailler sur ce projet, ce que je pouvais en faire. Et là, par exemple, c'est une espèce d'entrée de level. Ouais. Et je trouve j'adore la compo, ouais. Je trouve ça vachement, merci. Je trouve ça vachement intéressant, et je trouve ça. Je pense qu'on est beaucoup plus créatif dans la contrainte, et le fait de se poser des contraintes, ça nous aide à trouver des idées qui soient soit plus efficaces ou soit plus pertinentes. Ouais. Je pense que s'imposer des contraintes, ça reste super important. Pour moi en tout cas, c'est la contrainte qui m'aide à être, en tout cas, essayer d'être créatif, ouais. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis là. Vraiment intéressant. Ça, c'était pour le Challenger Station. J'avais fait masse de croquis avant, il n'y en avait pas un qui me plaisait. C'était en début de cette année, j'ai eu 5 ou 6 mois. Oui. Ouais, et j'ai eu 5 ou 6 mois où je nageais dans le doute. Vraiment, tout ce qui sortait, et cette illustration-là y compris, je les trouvais pas bonnes, ni pertinentes, ni techniquement abouties, ni il y avait un truc qui me bloquait. Ça a duré au moins 5 ou 6 mois, ou pendant 5-6 mois, sauf les boulots pro, j'avais rien sorti de perso qui était à mes yeux viable. Alors du coup, je retombe sur des croquis maintenant que je vais, je pense, retaffer. Mais c'est très très dur, c'est super compliqué, c'est super frustrant de se sortir de cette période de doute.
Et bon là c'est très cool, là ça va beaucoup mieux, mais ouais, c'était très très long. Super intéressant vraiment que tu parles de ça, parce que il y a pas plus tard que c'était quand, c'était hier, avant-hier, j'ai publié un article en fait sur digitalpainting.school, la communauté dont je m'occupe, justement sur les périodes de doute, les périodes où on se critique, on perd confiance en soi, etc. Et une des choses que je répétais dans cet article, c'était que ça arrivait à n'importe qui, à n'importe quel artiste, peu importe son niveau. C'est-à-dire qu'on soit un débutant complet, et donc forcément on a encore besoin de construire petit à petit sa confiance en soi, ou même lorsqu'on est déjà un artiste, on va dire avec des bases solides, ou même déjà professionnel, on a toujours des moments où on doute, où on galère un peu, où on se démotive, et c'est un peu un combat permanent. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai présenté. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement. Ah ouais, c'est un combat avec soi-même. C'est vraiment, on se dit que ce cap-là de doute et de frustration parce qu'on n'arrive à rien, il passera pas si on fait rien. Et du coup, je me forçais à essayer de produire, et même si c'était naze, même si ce que je faisais me plaisait pas, même si je trouvais qu'il y avait masse de trucs qui allaient pas, il fallait que je produise, parce que à un moment ou à un autre, j'allais avoir la clé. Je sais pas de quoi, je sais pas comment, mais là, il fallait qu'il se passe un déclic. Et pour ça, il y a, je vais les citer parce que je kiffe ces mecs. C'est Pierre, donc Asahi, que j'ai souvent, et Loïc Desnoël, et qui m'ont un peu extirpé de ma merde en disant que, par exemple, cette illustration-là, je l'aurais pas fini s'il y avait pas ces deux trous du cul, et que je tiens à saluer et à remercier encore, que j'ai souvent sur l'Hangout. Et ouais, j'aurais pas fini Stylus s'il m'avait pas poussé, parce que j'étais à deux doigts de la lâcher en disant je crois que le griffon et le volume de son cou avec l'espèce de contre-plongée, de fausse contre-plongée, parce que c'en est pas vraiment une, c'était hyper compliqué, j'arrivais pas à avoir le mouvement que je voulais. Et j'ai failli la lâcher. Ils m'ont dit non, elle est cool, il faut la pousser. Et grand bien m'en a fait, et encore merci à lui, parce que j'ai été contacté il y a pas très longtemps. Alors, j'ai été contacté pas plus tard qu'avant-hier par une grosse boîte qui commence par Wizard et qui finit par Off the Coast. Putain, c'est... alors rien n'est fait. On est en train de parler. Donc on verra bien ce qui s'y passe, mais c'est cette image-là qu'il a cherché, qu'il avait vu passer sur un des réseaux sociaux probablement, ou sur Facebook, ou je sais pas trop, et qui m'a fait venir, qui l'a amené sur mon folio, et qui l'a amené à me contacter. Donc voilà, si déclic il y a, je croise les doigts pour toi. Hein. Eh ben écoute, je suis comme ouf depuis hier, j'ai un peu du mal à redescendre, mais j'attends, rien n'est fait, ça peut très bien ne pas se faire, donc je vais garder la tête froide et puis essayer de prendre ça marche. En tout cas, c'est une super leçon, justement. Déjà que ça a duré si longtemps, j'imagine même pas à quel point ça doit être dur d'être pendant 5-6 mois dans ces périodes un peu improductives, on va dire. Et ce qui est encore plus important de souligner, c'est que finalement, d'après si j'ai bien écouté, la solution dans ton cas, ça a vraiment été de continuer à produire malgré ton insatisfaction, tes doutes, etc. Tu as continué à produire, et c'est finalement le soutien d'autres personnes, d'autres artistes qui t'a permis vraiment de te sortir de cette phase et d'avoir un nouvel élan, en fait. Ouais, complètement. Et moi, en tant que freelanceur, je bosse entre 10 et en période de rush, ou je sais pas. En moyenne, je bosse à peu près 10 heures par jour. En période de rush, ça peut aller jusqu'à 14, 15, voire 16 heures par jour. Ouais. Il y a j'ai eu un contrat là il y a pas très longtemps. Ils étaient en plein rush. Ils m'ont contacté pour savoir si je pouvais travailler pour eux. Je savais qu'ils étaient pas dans les temps. C'était une illustration qui se faisait à 6 mains, donc non, à 4 mains. C'était très très compliqué. Et j'ai travaillé. De quoi? 4 personnes qui bossaient dessus? C'est ça. Il y avait, moi je m'occupais d'une partie du perso, d'une partie de l'enviro. Il y avait un gars spécialiste de l'enviro. Il y avait un gars spécialiste du posing. Enfin, c'était un bordel sans nom. Et on était, j'ai travaillé cette semaine-là, j'ai travaillé 105 heures. En une semaine. En une semaine, ouais. Et j'ai pas beaucoup dormi, c'était méga frustrant. Et pour finalement une pièce que je mettrai pas dans le folio parce que je suis pas content du résultat final. Ah ouais. Ça fait quand même une moyenne de 15 heures par jour, tous les jours. Ouais, c'était exact. Ouais, je dormais entre 3 et 4 heures par jour parce que je devais conduire mes enfants à l'école le matin.
Et puis je devais enchaîner la journée avec l'illustration. Donc je pense qu'en fin de journée, tu dois avoir le cerveau en bouillie et puis les yeux injectés de sang. En fin de semaine, quand je suis dans le rush, ça va. Et j'ai pas l'habitude de dormir énormément. Si je dors 5 heures, c'est très bien pour moi. Oh, t'as de la chance, je t'en dis. Mais j'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça avant. C'est le boulot qui m'a rendu. Et puis les enfants aussi qui m'ont rendu un peu. Alors pas comment ça s'appelle, pas somnambule, mais merde. Besoin de moins dormir, quoi. Ouais. Quand on fait que des nuits blanches. Bon, bref, peu importe. Insomniaque, c'est ça, merci. Ouais. Je suis pas insomniaque, je suis pas non plus à ce point-là. J'ai clairement besoin de dormir, mais quand j'ai 5 heures, ça va. Je peux avoir la patate toute la journée. Donc, ça, puis une bonne dose de café. Donc, et c'était compliqué. Mais donc pour revenir à la période de doute, c'est super dur quand on travaille 12 heures par jour et qu'à la fin de la journée, il y a ma nana qui vient me voir en disant ça va, t'as avancé? Je n'ai rien foutu. Et j'ai balancé masse de croquis, il y en a pas un qui tient la route, il y en a pas un qui m'intéresse, il y en a pas un qui est intéressant et je n'ai rien fait. Et ça pendant 6 mois tous les jours, c'est un peu hardcore. Ouais, et puis plus ça dure et moins t'es productif et moins t'es satisfait, plus tu t'en veux et donc plus t'alimentes le problème. Et on se fout la pression, on se dit si je fais pas un crowbar même viable, si je fais pas je voulais les poster d'ailleurs tous ces crowbars de fail. Si je fais pas un truc qui me fait dire que cette illustration là elle mérite d'être poussée, j'ai envie de la pousser, je veux le faire, et pendant 6 mois il y a rien qui vient, on se met la pression, on se dit qu'en tant que freelanceur, si je diffuse pas mon travail, on est vite perdu en fait, on est vite perdu dans la masse. Il y a tellement de mecs super talentueux qui arrivent et qui arrivent tous les jours. Moi j'en découvre tous les jours des gars qui sont vraiment très très bons et qui nous mettent une bonne grosse claque dans la tronche. Ah oui, non mais c'est affolant, c'est pété quoi. Tellement quoi. Mais carrément. Ils sortent mais moi non plus, mais si je connaissais la fabrique, j'irais faire un tour. Et qui sont tellement puissants et qui balancent des juges de malade et qu'on se dit si je produis pas, si je montre rien pendant trop de temps, je vais sortir du circuit et je vais galérer pour remontrer un peu ce que je fais, blablabla. On se fout tellement la pression en tant que freelanceur parce qu'on n'a pas les revenus, c'est nous qui nous les créons, donc c'est tellement compliqué, cette période-là. Donc un freelance a quand même pas mal de pression finalement, donc beaucoup de travail, la responsabilité de trouver des contrats, etc. Ouais, il y a le boulot, rendre des boulots pro qui soient au niveau de l'attente du pro qui nous engage. Il y a le boulot perso, si je le répète, vraiment faut en faire parce que si on n'arrive pas, je dis pas qu'on prend pas de plaisir dans les boulots pro, clairement pas, mais je pense que c'est aussi important de développer un petit univers à côté dans lequel on peut un peu partir, on peut tenter d'autres trucs, on peut tester plein de choses. Entre ça, puis la diffusion, il faut qu'on se fasse sa propre pub et je pense qu'au moins un tiers de mon temps est destiné à mettre à jour toutes les Facebook, DeviantArt, ArtStation, Tumblr, tous ces trucs là, LinkedIn, genre de trucs où on se dit si on n'est pas diffusé, si on n'est pas vu, si en plus on fait pas l'effort d'envoyer des mails, on n'aura pas de contrat. Il faut vraiment. D'ailleurs justement, je rebondis. Est-ce que t'as des conseils par rapport à la promotion, à la diffusion de ces créations? Moi j'ai pas quand j'ai commencé le Folio en fait c'était une illustration par tous les 3 jours. Alors c'était pas du tout dans un but du genre je vais faire ma pub et je vais essayer de balancer des illustrations tous les 3 jours, c'était vraiment pas ça, c'était faut que je termine et puis au fur et à mesure ça s'est fait, au fur et à mesure que j'ai terminé, je l'ai posté. Est-ce que j'ai un conseil? Franchement, non. Je saurais même pas quoi dire s'il y a quelqu'un qui veut commencer, qui dit qu'est-ce que t'as fait pour avoir cette toute petite notoriété toute moisie. Je saurais même pas quoi faire. Je saurais pas quoi dire vraiment. Et mis à part essayer d'être présent sur un peu. Moi par exemple, je suis pas du tout sur Twitter, c'est pas un truc qui m'emballe. Instagram, j'en ai fait un, mais c'est vraiment histoire de. À part DeviantArt, ArtStation, Facebook. Franchement, je vois pas. Il y a par exemple Géraud Soulier que je kiffe, à qui je passe le bonjour, le concept artiste de Season After Fall. Lui, il a vu cette technique où il disait que même si mon croquis était moisi, je le diffusais. Mais il en diffusait mes masses quoi. Et je dis mais pourquoi tu fais ça? Il fait mais parce que je spam. Il fait même si t'as pas envie de voir mon travail, tu vas le voir. Et effectivement, du coup, il y a énormément de gens qui l'ont vu et à qui ça a plu, à qui ça a vachement plu, et il a eu pas mal de contrats. Ouais, c'est une stratégie qui marche. Le plus possible tous les jours ou presque. Ouais. Pour le coup, il fait pas des illustrations moisies, donc ça va, il s'en sort, mais il s'en sort même plutôt bien
Et voilà, en plus ce qu'il fait, c'est très très cool et ça mérite largement d'être diffusé. C'est vraiment un univers qui est vraiment très cool. Donc ouais, ça m'a fait marrer le truc de je spam les gens, je m'en fous. Et ouais, ça a marché, donc c'est cool. Et ouais, sur la diffusion du travail, franchement, apparaître présent sur les plateformes. Franchement, je sais pas du tout. Moi, c'est le seul truc que je fais. J'essaie d'être présent avec Tumblr, hein, Facebook, principalement Facebook, Tumblr et ArtStation. Le reste. D'accord. Je suis pas au niveau com, je suis pas très bon. Mais je crois qu'aucun artiste n'aime particulièrement le marketing. Non, ouais, c'est clairement on vend sa gueule. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Si le boulot est pas bon, il est pas bon et basta, quoi. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'il est bon de rappeler quand même que le premier outil marketing, on va dire, c'est déjà avant tout de faire du travail de qualité. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Tant qu'on fait du bon boulot, que les us sont cool, c'est déjà c'est ça le premier point. Après, les réseaux sociaux, galeries, etc. Je pense que ça passe un peu en deuxième. Déjà se concentrer sur du travail de qualité. C'est clair. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer en tout cas, avec mon niveau de l'époque, où j'essayais vraiment de faire le maximum de ce que je savais faire sur Photoshop. Et puis, voilà, il y a une ou deux illus qui ont plu, et puis après, c'est un peu partagé, c'est diffusé, c'est notamment celle-ci qui était dans le folio aussi. Et j'ai vu d'ailleurs une très belle anatomie, on sent que t'as bien bossé sur la précédente, celle où on voyait le personnage sur fond verdâtre. Ah ouais. On sent quand même des bases très très solides. J'ai un peu galéré sur celle-ci, mais j'étais content de l'ambiance. C'était une référence pour le personnage. Ouais, référence. Alors pas dans le posing, mais référence, bien sûr, référence à Nat. Pour avoir cette espèce de petites lumières puis les petits volumes torse machin. C'est très efficace. Elle était cool à bosser celle-ci. On a quand même des briefs, on a quand même la chance de faire un job qui est quand même bien chambé, quoi. On nous demande des trucs complètement pétés et qui se dit comment je pourrais faire ça. Et à chaque fois ça remet en cause un peu primo sa créativité, puis de deux son niveau technique. Donc j'imagine que tu apprends à chaque nouvelle création. Ah ouais, carrément. Il y a même des fois où on a plus envie on a envie de changer pas de changer de technique, mais on se dit tiens, j'aimerais bien avoir un rendu un peu plus painterly plutôt qu'un truc trop froid ou trop technique ou trop texturé. Et là, il y a, mis à part le décor, là, le mec, je l'avais entièrement peint. Et c'était super plaisant, quoi. Sur cette session-là, j'avais fait pour cette boîte 4 ou 5 trucs SF. C'était vachement plaisant et je m'étais efforcé d'essayer de retrouver une ambiance des films SF que j'aimais bien quand j'étais gamin, des films un peu des années 80-90 avec du Alien ou les premiers Star Wars. J'adore aussi. Ouais. Et c'était vraiment très très cool à bosser, ça. C'était au niveau de la recherche du design et tout, c'était vraiment sympa. Ouais. Et en tout cas, c'est bon quand même de noter que peu importe son niveau, on continue d'apprendre toujours. Ah bah ouais, complètement. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, parce que moi je le sais étant donné que je m'occupe justement d'une école en ligne, il y a beaucoup d'élèves qui me demandent oui, mais est-ce qu'il y a une certification, est-ce qu'il y a un diplôme qui sous-entendait quelque part, est-ce que si je suis ces cours, est-ce que à la fin j'ai fini? Voilà, on me donne un diplôme et j'ai fini et c'est bon. Je peux aller sur le marché de l'emploi et un petit peu comme si c'était pour faire je sais pas, magasinier ou peu importe. Ouais, je sais pas. Et après moi, dans le délire, j'ai pas du tout de diplôme qui est lié à ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le remarquer, ça. T'es entièrement autodidacte. Ouais. Et c'est pas les diplômes qui intéressent les boîtes, c'est ce que tu présentes, c'est ce que tu fais, c'est la manière dont tu le fais et un peu de SF raté là. Ouais. C'est la manière dont tu le fais et puis la qualité que tu peux proposer. Après, si t'as un diplôme ou pas pour certifier que c'est toi qui l'as fait, franchement, je pense qu'ils s'en foutent complètement, les gars. Ouais, c'est ce que je répète en général. Ouais. En tout cas, faut jamais se reposer sur ses lauriers. Je pense que tu valideras cette. Il suffit de prendre le DeviantArt de Raposa, de prendre sa première page et de prendre sa dernière page et après d'aller sur sa première page. Le mec progresse constamment. Ouais. Il a un rendu qui est de plus en plus painterly parce que de plus en plus basé sur représenter l'essentiel et pas représenter uniquement que du détail pour le détail. Et donc ça reste une progression qui est constante. Enfin, en tout cas, j'espère.
Ouais. Il y a des mecs qui savent jamais de progresser. Tu te dis ils sont déjà au maximum, mais non, ils trouvent un moyen ça. Puis la de pièce faire d'après, encore mieux, de te dégoûter encore plus, quoi. carrément la pièce Il y a d'après. quelques-uns comme ça. Je vais même plus sur ces galeries, moi. Personnellement. Je ne veux plus y aller à moins qu'on m'y force, parce que. On cite pas de nom, mais Tyler Jacobson, tu nous ruines la vie, hein, je te le dis. Ouais, qui m'a choqué. Mais il y a beaucoup aussi d'artistes chinois qui sont juste. Ah là là. Ah, mais complètement les artistes asiatiques qui ont une espèce de touche complètement pétée, qui est gavée de tradis et ah ouais non c'est à chaque fois c'est une démonstration magistrale entre le storytelling, la technique et le côté painter que j'adore vraiment. Et même si c'est pas un univers qui me ou une touche qui me parle forcément, c'est faut quand même enfin je suis assez admiratif du boulot qu'ils peuvent rendre à chaque fois, c'est incroyable. On se demande combien d'heures ils peuvent passer sur leurs élus, c'est fou. Ouais. J'avais commencé un petit enviro, hop là, voilà. J'avais commencé ça, je sais pas si on voit du coup. Ça marche très bien là, c'est en train de venir. J'avais commencé ça, je vais peut-être le pousser un peu. J'aimerais bien un peu perdre le côté un peu trop obvious du j'ai une lumière sur la cité dans le fond, puis j'ai une lumière sur des persos à l'avant-plan. Il faut que je retravaille ça. Ça manque un peu aussi de contraste, je trouve que c'est pas assez percutant, même si c'est perdu dans la brume et que j'aime bien ce côté painter, j'aimerais bien retrouver un truc qui se rapproche peut-être un peu plus de ça. Donc là, par exemple, pour arriver à ce croquis, t'as passé à peu près combien de temps? Ouh, excellente question. Je sais pas, je dirais 6 heures, quelque chose comme ça. Le temps de trouver une compo viable en fait. Je sais plus si j'ai encore le noir et blanc. Le temps de trouver une compo viable et qui soit intéressante. Alors, ça doit être en perso, environ, non, c'est pas ça. Je suis aussi le Joule bordel en ce qui concerne mes propres tafs. Sketch peut-être, non, c'est pas Sketch non plus. Ah tiens, ça c'était un autre truc pour comment ça s'appelle? ArtStation Challenge. C'était une compo noir et blanc alors j'aimais bien l'ambiance, mais t'as une espèce de serre ici avec un perso là, puis une espèce de forêt avec des champignons géants. Ouais, c'est super cool. C'était dans la période du doute et elle me plaisait pas du tout. J'ai cherché une compo et j'arrivais pas. Voilà, ça c'était la suite. Et du coup, je perdais le côté immersif que je pouvais avoir là. Ça me saoulait puissance 1000. Et ouais, ça me gavait. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment les mêmes affinités en termes de goût pour les univers de fantasy, etc. Enfin, je suis vraiment dans la même branche, quoi. Cool. D'univers, etc. J'adore. Mais oui, bien sûr, c'est ce qui est le plus intéressant la fantasy. Arrêtez la SF. et ouais, donc du coup, bah là, ça fait encore partie de ce petit projet là, un level encore. Dans mon esprit, ça serait plutôt un truc du genre un peu God of War, avec 3 persos jouables. Donc, pour l'instant, j'en ai fait qu'un, j'ai encore les 2 en tête, mais j'arrive pas à balancer. Il y aura un orc dedans avec un marteau. Et j'arrive pas encore à lui trouver sa tronche. Et donc j'ai multiplié les crowbars, mais pour l'instant sans succès. Et donc ça serait un jeu type God of War, multiplayer, possibilité de jouer à 3 avec les 3 persos. Tu peux vraiment poser des contraintes super précises en fait. Ah ouais, mais en fait c'est quand j'ai commencé ce truc, je dis bon, ok, à quel jeu j'aimerais bien jouer. Et God of War, bah ça m'avait vraiment beaucoup plu pour l'aspect fun, pas pour le côté histoire, c'était un peu lèche quoi, mais j'aime bien les scénarios bien travaillés, j'adore Diablo, j'aimerais bien que si jamais je continue ce game, j'aimerais bien qu'il y ait des trucs à looter. S'il y a des trucs à looter, ça veut dire qu'il y aurait une éventuelle possibilité à rejouabilité des niveaux. Enfin tout ça, il faut y penser, il faut ajouter du contenu et ouais, c'est super plaisant, ouais. Super. Enfin moi en tout cas ça me fait vraiment kiffer quoi. Alors, en quelque sorte, imagine un petit peu le jeu vidéo de tes rêves, finalement, celui que tu aimerais faire si tu avais tous les moyens, quoi. Bah ouais, je vais pas prendre un jeu sur lequel je vais pas prendre du plaisir, puis où j'ai pas envie de travailler dessus. J'ai envie de faire un jeu de merde. Voilà, passer les prochains mois dessus. J'ai bien envie de vraiment bien. Ouais, c'est clair. Bien envie de faire un truc bien pourri, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et je vais faire un Pac-Man. Pac-Man, c'est bien ça. Ah, mon Dieu. Et non, ouais, je sais pas, c'est autant un truc qui nous fasse kiffer quoi. Donc ouais, j'étais parti sur ce truc là avec donc du coup avec essayer de trouver des enviros qui
mais qui s'éloigne aussi. Enfin, il y a aussi ça. Je suis vachement influencé par pas mal de trucs. J'aimerais pas qu'on retrouve, par exemple, une espèce de patte God of War dans l'univers que moi j'ai envie de proposer. Ouais. Ça, c'est toujours un petit peu le risque pour les concept artistes, les illustrateurs, etc. C'est que on est dans un certain style d'univers qui a déjà certains codes, qui a déjà beaucoup de licences, etc. existantes. Et il faut à la fois rester dans les tendances, mais sans trop s'en inspirer, sans qu'on reconnaisse. Ouais, c'est ouais. toujours un petit peu un jeu en équilibre finalement. Pour moi, c'est vraiment, je le vis pas bien, hein, quand tu, ah tiens, ça me fait penser à ça. Oh. Putain. Ouais, en général, ça. Ouais, ça pique. Alors c'est pas. Des fois, des fois, je joue en plus les trucs. Enfin, je me souviens. Je sais plus si c'est. Je crois que ouais, le perso du petit Caracal là, le petit lynx là que j'avais pondu. On m'avait. Ah tiens, ça me rappelle dans League of Legends. Je crois que c'était dans League of Legends. Ah tiens, ça me fait penser à un perso. Oh putain, j'ai jamais joué les gars. Faites chier. Et ouais, des fois c'est un peu. Alors, on se dit pas non plus qu'on a trouvé l'idée du siècle, mais on pense pas qu'il y aura un rapprochement fait avec telle ou telle licence. Et ouais, des fois, ça me frustre vachement. Et en même temps, il y a aussi ce besoin de rapprocher de ce qu'on connaît. Et c'est peut-être pas plus mal. Enfin, moi, je le prends pas tout le temps non plus comme une claque dans la gueule. Hein, mais ouais, des fois, c'est impressionnant. On se dit pas qu'on a l'idée du siècle, mais on se dit que tiens, ça, cette forme-là, ou notamment pour les trucs SF, tiens, ça c'est cool. Voilà, j'essaie de trouver un truc de nouveau, puis en fait, on se prend en pleine gueule. En fait, pas du tout, mon pote, ça me fait penser à ça. Et ouais, ça, c'est un peu frustrant. Bon, alors moi, je vais en profiter pour poser quelques questions vraiment pragmatiques sur ta technique, ta façon de travailler, etc. Parce que si je te les pose pas de toute façon, elles vont arriver en commentaire. Vas-y. Ça va être des questions. Alors, la première, la numéro 1, ça va être quels sont les brushes que tu utilises? Il y avait, je sais pas, elles viennent un peu de partout. Mais tu vois, j'utilise principalement là, c'est ce carré-là, ici. Ouais. Tout le reste, c'est genre, je pense que c'est pareil, c'est une maladie d'illustrateur, c'est tout le reste, c'est au cas où. Et voilà, j'ai des custom brush, mais j'en ai masse avec. De quoi? T'as jamais fait le tri, toi? Ah non, je l'ai fait plein de fois, mais à chaque fois, tiens, ça, elle est cool. Ça, par exemple, ça, c'est des brushes de John Silva pour pas le pinceau mélangeur, pour l'effet, merde, comment c'est ouf. C'est là-dedans, non? Le truc, la goutte, là, elle est où, ce code? C'est dire à quel point j'utilise souvent. Ah, c'est là. Hop, la petite goutte d'eau, et c'est des brushes qui permettent, forcément j'ai paumé. Ah, c'est une technique que je connaissais pas, ça. Qui permet, en fait, c'est pour avoir un rendu un peu plus painterly, et je m'étais non, je m'étais un peu penché dessus, et celle de John Silva qu'il a faite pour cette technique, parce que lui il l'utilise souvent, ça permet, alors échantiller tous les calques, ça permet d'avoir, si j'arrive à l'utiliser, c'est possible. Ça permet je vais fusionner, ça sera plus simple. Là. Ça permet d'avoir un rendu un peu painterly. C'est très très cool. Pourquoi ça marche pas, s'il vous plaît? Normal. J'ai rien de. Hop. Bon, en fait, c'est de la merde. Il a dit, je vais me regarder, je vois pas pourquoi ça marche pas. Non, moi non plus. Ça marche ou pas? Là, je fais une sélection. Ah, mais t'es sur le calque verrouillé. T'es sur l'arrière-plan. Ouais, mais normalement, ça devrait marcher. Ah bah oui, non, je suis con. Ah, bah, si. Ça mélange là, tu vois. Et en fait, c'est pour des fois, il y a un petit rendu painterly. Ça mélange cet outil-là. Ah non, c'est avec le pinceau mélangeur, du coup. Ouais, c'est pour avoir un petit truc dégradé, tu vois. Ça vient un peu fondre. Et il y en a des très très cool qui permettent des effets très sympas. Normalement, c'est l'effet poil. Qui donne un petit aspect fourrure quand on a des grands comment est-ce que je pourrais dire des grands aplats, et ça donne des espèces de petits éclats de lumière parfois, et ça donne un petit aspect fourrure qui est pas dégueulasse. Ouais, apporte un peu de variation. Ouais, et c'est très très cool. Du coup, ça me frustre de comprendre pourquoi ça marche pas. Bref, oui. Et hop là. Et ouais, les brushes, non, mais c'est des brushes que j'ai trouvées sur internet au fur et à mesure. Il y en a de Devra Posa, il y en a de Mathias Veraselt, il y en a de Tyler Jacobson, je crois. Il y en a de qui d'autre? De Zedig. Il est très très cool pour faire du crowbar. Ouais. De Alexandre Diboine. Et puis voilà. Non, c'est des trucs glanés sur internet. Alors je sais plus, j'avais un lien avec ce site, un site qui répertoriait un peu toutes les broches des
des plus grands. C'était peut-être Pandemonium Art, non? Exactement, c'est ça. Je crois qu'il a fermé il y a pas longtemps. Je voulais y retourner et. Oh merde. J'ai intérêt à enregistrer mes rushs. Il y en a un autre, je crois que c'est un Tumblr maintenant, un autre site aussi qui en répertorie. Ah bon, cool. Il a un peu pris la relève. Allez, question suivante. Pour t'entraîner, pour progresser, est-ce que tu fais souvent des études ou d'autres exercices d'ailleurs, peut-être des recherches anatomiques Ouais, quotidiennement. Quotidiennement? Quotidiennement, ouais. Soit une étude de toile, mais je dépasse jamais 30 minutes. 30 minutes, 1 heure. Avant de commencer, en général, je fais une petite étude, soit d'anat, soit de anat, modèle vivant, toile de maître, pour apprendre les couleurs, apprendre à avoir des réflexes au niveau des couleurs que je peux pas avoir forcément là tout de suite maintenant. Donc ouais, non, ça reste vachement formateur et j'encourage vraiment à le faire. C'est comme un grand sportif en fait qui s'il s'entraîne plus, il se gamelle. Je pense que c'est un peu pareil aussi pour les illustrateurs. Et moi je le sens des fois quand je suis à 2-3 jours où je bosse pas autant que je devrais et du coup je sens vraiment que je suis rouillé quoi. En seulement 2-3 jours? Ouais. Il y a des réflexes qui mettent un peu plus d'heures. Je dis pas que ça met 3 jours à revenir, mais il me faut bien 1 heure ou 2 pour dire ou trouver plus de facilité, pour établir. Ouais, je pense que c'est un entraînement vraiment qui est quotidien. Ouais, d'accord. Ouais, studi tous les jours. 1/2 heure, à peu près 1/2 heure. Ouais, je dirais 1/2 heure. Et c'est pour ça que les speed paint, ça c'est cool. C'est pas vraiment de la studi, mais ça force à avoir des idées en 1/2 heure. C'est le principe. Ouais, c'est un excellent exercice. Ouais, complètement. Allez, question suivante. Comment trouves-tu l'inspiration? Alors, là, je vois à peu près, étant donné que c'est un projet personnel où tu t'es fixé une certaine guidelines, mais peut-être pour des créations encore plus personnelles finalement. Est-ce que tu as des artistes, tu as des méthodes? Traîner sur ArtStation, flâner sur ArtStation, ça me. Après, moi, je trouve de la motivation et puis 2 yeux quand il y a vraiment des super pièces. Dire tiens, moi, je l'aurais pas fait comme ça. Enfin, je dis pas que c'est mal fait ou je sais pas quoi, hein, mais la question ce serait plutôt comment est-ce que moi je le transposerais dans mon univers et dans ce que je sais faire. Et du coup, ça peut donner des petits challenges perso à se faire. Sinon, la lecture, je lis beaucoup de fantasy. Et donc du coup, plutôt que d'avoir un film où certes il y a des putains de super concepts et des putains d'images, machin, je pense que le fait de développer sa propre image d'un livre, ça aide vraiment au niveau de l'inspiration. Enfin moi en tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça que quand il y a un film ou une série qui est tirée d'un livre de fantasy, je suis toujours déçu parce que c'est pas du tout l'image que j'en avais. Non, ça reste la lecture, beaucoup de lecture et j'allais dire un autre truc et j'ai perdu un peu le fil, mais non, essentiellement la lecture. Je pense que ça reste super important. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que je suis un petit peu à court de lecture fantasy. Qu'est-ce que tu aurais à me conseiller en termes de romans ou d'auteurs? Alors là, je suis en train de lire. J'ai fini du Robin Hobb il y a pas très longtemps. Enfin comment est-ce que ça s'appelle? L'Assassin, c'est ça. C'est en 13 volumes, je crois. J'étais un peu déçu de la fin, mais ça reste ok. C'est vachement prenant. En tout cas, l'idée de départ est vachement prenante. Et là, je suis en train de lire Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Je crois que c'est de lui. Et qui est pour l'instant j'en suis au tome 2 je crois, qui est vraiment très très cool. Et là j'en ai lu un il y a pas très longtemps de Damasio qui est La Horde du Contrevent. Ah, classique. Et ça m'a je me dis putain allez, je vais quand même y mettre quoi, merde. Et je venais de finir Le Trône de Fer, en tout cas les tomes parus en France. Et je me dis allez, je vais enchaîner avec ça. Et ouais, j'ai pas été déçu, c'était vraiment cool. Ah moi je crois que c'est mon top 1, c'est il est bien chambé. J'ai adoré le style, c'était vraiment top quoi. Ouais, vraiment cool. Totalement d'accord. Je trouve qu'il n'est pas tout à fait humain des fois. Mais... non, c'est clair, il a une fourmi d'idées top quoi. Il doit avoir 2 ou 3 cerveaux, voilà. Je sais pas comment il est. En plus, c'est lui, je crois, qui a scénarisé Remember Me, si je me souviens bien. C'est possible, ouais. Je sais pas. Je suis pas certain, mais il me semble qu'il a foutu sa patte. Je suis toujours très frustré dès que j'entends ce jeu parce que je n'y ai pas joué et il revient souvent. Ouais, j'ai pas joué non plus, mais l'univers a l'air vachement plaisant. Et Et moi, je pense que j'y jouerai
C'est même il y a des jeux comme ça qui sont hyper attirants, on en perd un peu le fil, et puis moi je reviens, je pense que j'y reviendrai, c'est même une certitude à essayer de le choper et puis à y jouer. Ouais. Je pense que visuellement il a l'air d'être tellement intéressant. Ouais, les concepts sont tellement cool, ouais, clairement. Alors, moi je reviens un petit peu sur un des trucs que tu nous as dit lorsque tu as commencé ton passage sur le numérique, donc lorsque tu as commencé à apprendre un peu le digital painting, tout ça, tu nous as dit que tu traînais pas mal sur Café Salé, si je me trompe pas. Ouais. Et donc je reviens un peu sur cette période pour en savoir un peu plus finalement sur la place qu'avait le forum, la communauté dans ton apprentissage. Est-ce que ça t'a appris des choses, t'a poussé vers l'avant? Est-ce que ça t'a au contraire ouais, ça m'a vraiment poussé vers l'avant. Ce que je voulais, c'était un peu vraiment m'en prendre plein la gueule et pour dire ok, je vais apprendre ça. Si on me fait la réflexion que c'est carrément pas carré, il faut pas le prendre personnellement en fait. Il y a pas, c'est pas un truc. Je traînais vachement sur les forums comme Lasco Painter, comme Café Salé. Comment? J'étais aussi un peu, ouais. Et c'était une bonne époque. Et c'était hyper important. Ouais. Je me dis, faut pas se braquer. Pas se braquer avec une critique. Enfin, si elle est présente, c'est qu'il doit y avoir forcément une raison. Alors après, moi, les critiques de goût perso, j'y prenais pas vraiment attention, voire même pas du tout. Genre, tiens, moi, j'aurais préféré avec un casque comme ça, ou tiens, je trouve que l'armure, elle est pas super. J'aurais préféré comme ça. Je sais pas que je m'en foutais, hein, mais je me dis bon, ok, est-ce qu'on doit pas avoir les mêmes goûts? Et moi, je la trouve plutôt cool au niveau du design. C'était pas, si c'était une critique du genre, au niveau du design, je la trouve pas très heureuse parce que cette forme-là, elle fait obstacle à celle-là et ça s'imbrique pas bien et ton perso, du coup, il en perd vachement. Ça, ok, j'aurais compris, il y a vraiment pas de... parce qu'il y a une justification derrière. Et... Ouais. Une justification de l'ordre du technique. Et en fait, c'était vraiment les critiques techniques qui m'ont vraiment boosté, ouais. Et, c'est trop saturé ça. Et Café Salé m'a beaucoup aidé à progresser. C'est là aussi que j'ai rencontré entre guillemets Pierre, parce qu'on avait un peu un univers qui était Pierre Assaï, qui était assez proche. Je me suis très vite retrouvé un peu dans ce gars-là. Ouais. Avec lui, Marc Taris m'ont vraiment beaucoup, et Pierre-Étienne Travers, un des concept artistes de Strike Vector. Ça m'a vraiment beaucoup poussé à aller de l'avant et je me suis dit ils m'ont aussi donné envie de continuer ça, quoi. J'aurais très bien pu faire ça un peu en passe-temps à côté du tradi et non, ça m'a vraiment donné envie d'aller beaucoup plus loin dans ce médium. Ouais, comme quoi il y a toujours des noms, des prénoms qui reviennent. T'as toujours des gens à remercier finalement, c'est-à-dire ça montre que quelque part t'es pas arrivé là tout seul. C'est aussi grâce au soutien de la communauté, de certaines personnes en particulier. En tout cas, t'as pas fait ton petit bonhomme de chemin dans ton studio tout seul, comme on va dire le cliché de l'artiste seul dans sa caverne. Ouais, non, clairement. Ouais, okay. Je pense que c'est hyper important et c'est pour ça aussi que j'étais aussi sur Lasco. C'était parce que je retrouvais un truc qui me donnait envie d'aller de l'avant, et puis deuxièmement des gars qui sont quand même très cool. Il y a Edouard Grou aussi que j'ai rencontré à l'époque. Son pseudo c'était sur Café Salé, Zéphon, pareil, qui me boostait pas mal. Enfin, il y a eu beaucoup, et il y a encore, c'est des gens encore à qui je parle très souvent. Enfin, Pierre forcément, mais et de Zéphon ou Marc Taris, beaucoup. Et c'est des gens qui ont été vachement importants et qui le sont toujours dans ma carrière entre guillemets. Et c'est quand même c'est super plaisant en fait. On est freelanceur, on est chez soi, on n'a pas de collègues qu'on peut faire chier en envoyant des boulettes de papier, autant les emmerder autrement, quoi. Donc non, c'est très très cool d'avoir des collègues entre guillemets qui nous permettent aussi de blablater sur le job en lui-même et puis de nous soutenir quand il y a des moments qui sont aussi très heureux et d'autres qui le sont moins. Donc comme avant-hier quand tu as été contacté par Magic. Putain, je crois que c'est d'abord j'ai prévenu ma nana, mais comme elle est pas du tout en délire, c'est bien, c'est super. Je pense que super. J'ai voulu dire, mais enfin tu te rends pas compte. Allez, va décider. Oui, bon tu vas faire à manger pour les enfants maintenant ou et donc j'ai de suite contacté ces gars-là en disant putain les gars, c'est taré. Et c'est aussi pour partager ce genre de trucs, c'est quand même cool.
Ah bah c'est bien en fait, ouais. Finalement, même quand tu es indépendant, quand tu es à ton propre compte en freelance et que tu travailles de chez toi ou d'un studio et tu es seul, tu essaies finalement de jamais être trop isolé. Tu essaies toujours Non, d'être, non, bah ouais. voilà, Enfin, d'avoir une présence ou des gens pour avoir des critiques, j'imagine. ouais. Ouais. Alors, en fait, je me rendais pas compte à quel point, moi, quand je faisais du tradi, toute la journée, j'étais tout seul. J'avais vraiment une vie, j'allais dire monastique, quand même pas déconner. J'avais des potes, hein, mais que je me forçais quand il y avait, bon, allez, Grenet, tu viens boire un pot. Non, faut vraiment que je taffe. Et j'étais conscient la difficulté que ça c'était de faire du tradi, d'essayer d'exposer et d'essayer d'en vivre. J'avais fait ce choix-là, il fallait que je m'y tienne et il fallait pas que j'ai de tentation à côté. Enfin, il faut aussi se dire et avoir une espèce d'autodiscipline en disant non, j'ai encore du taf à faire, faut vraiment que je le fasse, sinon je vais être à la bourre sur ça et ça. Et donc ouais, j'étais très taf et très boulot. Que j'ai toujours eu d'ailleurs quand j'ai emménagé avec ma femme. C'est une autodiscipline qu'on s'inflige à nous-mêmes. Quand on est deux dans l'équation, ça devient, alors, enfin, si c'était un peu compliqué au départ, mais on doit lui imposer parce qu'il faut le faire. Et elle a super bien compris, je lui en suis encore reconnaissant, ma nana, aujourd'hui, de m'avoir laissé faire ça. Et de continuer à me laisser faire ça. Et voilà, on a réussi à trouver un équilibre qui n'était pas forcément acquis et évident dès le départ. Donc ouais, j'avais vraiment une vie monastique quand j'ai commencé le tradi, et le fait d'avoir des collègues illustrateurs à qui parler, à qui on peut déconner, c'est vrai que ça fait aussi du bien, quoi, clairement. Ouais, tout le monde en a besoin. Ouais. En tout cas, l'autodiscipline, je crois que c'est vraiment un point commun qui revient tout le temps. Alors, j'ai pas encore interviewé des centaines d'artistes, mais tous ceux, en tout cas, avec qui j'ai eu la chance de discuter, voilà, c'est un point qui revient tout le temps, c'est de l'autodiscipline, c'est être capable de faire de temps en temps des sacrifices sur sa vie sociale, sur les sorties, sur certaines activités lorsqu'il le faut. Pas toujours forcément, il faut quand même rester, se laisser une vie. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où voilà, faut savoir se mettre des barrières, faut savoir se mettre un petit coup de fouet et ne pas se laisser distraire. Ça, c'est quelque chose qui revient chez tout le monde. Ouais. Je pense que ça vient de mon père. Qui disait que lui faisait pas le boulot dont il avait toujours rêvé et que des événements familiaux ont fait que il a jamais pu, et qui nous a jamais comment est-ce que je pourrais dire, bridé dans ce qu'on voulait faire. J'ai un frère, j'ai une sœur. On fait pas du tout le même taf, vraiment. Et c'est trois tafs vraiment très très séparés, et jamais à aucun moment mes parents nous ont dit non, tu vas pas faire ça parce que c'est complètement con. Et de ça, ils nous ont toujours soutenus dans ce qu'on voulait faire, mais mon père me disait si tu le fais, fais-le à fond. Et je pense que ça a vraiment beaucoup joué dans cette autodiscipline là, ouais. Le fait que, alors il me le disait pas, c'était pas quelqu'un qui était qui était frustré de la vie, hein, clairement pas. Il adorait la vie et ses plaisirs et compagnie, mais il avait toujours cette espèce de petite rancœur envers le destin presque, où ça l'aurait miné si on avait fait nous un boulot qui nous aurait fait chier toute notre vie. Et parce qu'il a eu cette expérience malheureuse entre guillemets, mais qui nous a permis de nous élever, d'avoir une éducation, et ce sacrifice-là, je suis primo super admiratif, et de ce jour j'en suis le premier bénéficiaire, puisque j'ai fait ce que j'ai toujours rêvé de faire. Ouais. Alors, c'est bien. Et parce que tu as eu cette chance d'avoir de la compréhension et des parents qui te poussaient à faire ce que tu aimais. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les personnes encore relativement jeunes, qui sont peut-être dans leurs études et qui veulent poursuivre une voie artistique, mais qui sont peut-être pas forcément compris, justement, ou encouragés par leurs parents ou leurs proches? Est-ce que tu as peut-être des conseils pour eux? Moi, je partais du constat où, quand j'ai arrêté Histoire de l'Art, quand j'ai arrêté le cursus classique, on va dire. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont de suite été compréhensifs. J'aurais vraiment du mal à donner un conseil. Tout ce que je peux juste dire, c'est que moi j'ai 2 enfants. Je me verrais mal dire à mes enfants qu'ils feront pas ce qu'ils ont envie de faire, même si c'est un truc qui me plaît pas. Et moi je partais du principe où j'ai pas envie de me réveiller un beau matin à 45 piges en disant putain, qu'est-ce que ça me fait chier d'aller au taf.
Ouais. Et c'est un truc que j'exague vraiment. Et si un jour ça m'arrive avec l'illustration, j'arrêterai l'illustration et je ferai autre chose. Ça, je pense pas que ça arrivera parce que vraiment je surkiffe. Mais peu importe. En tout cas, je me vois mal. Et je vois mal dire à mes enfants, si tu fais un boulot de merde, tu continueras à le faire toute ta vie. Enfin, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise période pour tenter ce genre de truc. Et, et surtout d'ailleurs parce qu'ils sont jeunes et parce que vous avez la chance d'être jeune. Moi, je m'y suis mis vraiment sur le tard. J'ai eu beaucoup de chance parce que si ça avait mal tourné, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais en tout cas sur l'illustration digitale, j'ai eu vraiment beaucoup de bol. Même si j'ai fourni beaucoup de travail, il y a aussi une grosse part de chance. L'embinez pas, quoi. Vraiment. Je pense que c'est hyper important d'essayer, alors, si ce n'est de les convaincre en tout cas pas forcément de convaincre ses parents, mais en tout cas qu'ils comprennent ça, que c'est quelque chose qui est viscéral et que vous allez vous ternir et crever à petit feu si vous faites pas ce job. Ouais, je pense que c'est important et je pense que ça vaut le coup de se battre pour leur montrer qu'ils ont tort. Ouais. Ça, je crois que c'est l'autre gros point commun de tous les artistes, peu importe leur niveau, c'est cette envie de, comme tu l'as dit, de pas se réveiller à 45 ans dans un job qu'on fait tous les matins, on va se lever pour ça, ça va nous faire chier, on a vraiment envie de faire ce qui nous plaît, et je crois qu'il n'y a pas un seul artiste qui soit contre ce statement en anglais, contre cette affirmation. Cet état de fait. Ouais. Voilà, cet état d'esprit en tout cas. Ouais. C'est une obligation, quoi, faire un truc qui nous plaît tous les jours, sinon il n'y a pas de sens. Exactement. Ouais. Et moi, là encore, je parle pas d'avant-hier, hein, mais il y a qu'est-ce qui s'est passé avant-hier déjà, j'ai oublié. Arrête, c'est rien de fait, je te dis. Non, au-delà de ça, par exemple, l'expérience que je peux avoir à New Age, jamais j'aurais vécu ça si j'avais fait une voix qui m'aurait fait chier. Et c'est super plaisant d'avoir cette multiplication d'expériences qui sont super enrichissantes à chaque fois, qui sont super plaisantes à chaque fois. Pour des illustrations, pour des grosses boîtes, pour des grosses licences dont on rêve de travailler depuis qu'on est tout gosse, et je parle pas de ce qui s'est passé avant-hier. C'est comme je vais arrêter avec ce running gag de merde. Voilà, j'ai l'impression de vivre 3 vies en une seule, et parce que j'ai fait aussi du tradi, parce que je fais ce qui me plaît encore là maintenant, je me dis j'ai quand même beaucoup de chance et de pouvoir en vivre, de faire vivre mes enfants avec ça. J'ai quand même énormément de chance de pouvoir le faire, et je suis très content, et je me bats tous les jours pour faire un boulot que je surkiffe. C'est même pas une bataille, c'est voilà, on va au turbin parce qu'on aime ça aussi. Enfin, moi je le cache pas que j'aime bien beaucoup travailler parce que j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Voilà. Ouais. Et ouais, c'est quand même, c'est une grosse chance, et je suis très content de ça. Alors, je vais revenir un petit peu sur la technique pendant que tu peins, justement. Ouais. En règle générale, est-ce que tu as une méthodologie particulière que tu affectionnes plus qu'une autre? Par exemple, commencer en niveau gris, ou est-ce que tu commences en couleur? Est-ce que tu as des façons de procéder? Ouais, plus ou moins. J'essaie d'avoir alors, pendant très longtemps, j'ai essayé d'avoir un process qui soit clair. Je l'ai jamais réussi. D'avoir une belle line, après de venir poser mes masses, après venir poser mes valeurs, après mes couleurs, de venir claquer la lumière, et puis merci, bonne soirée, c'est fait. J'ai vraiment jamais réussi à ça. J'ai encore essayé il y a pas très longtemps, ça a été un fail majestueux. Et dans un process clair, je suis vraiment nul à chier. Est-ce que j'ai une façon de faire? Pour des persos, je travaille en masse d'abord. Ouais. Et ensuite, je viens, si j'ai un doute sur une proportion, une dynamique un peu bizarre, je reviens à la line dessus pour tout reproportionner à ce que tout soit clair. Il y a eu énormément de fois où j'ai eu des masses qui me paraissaient cool, des silhouettes qui me paraissaient cool de personnages. Et puis en fait, quand je commençais le rendu, je me dis mais non, mais ça va pas du tout, et je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai dû retaper des lines par dessus pour comprendre pourquoi ça marchait pas. Donc ouais, c'est mon process, masse, line, et après rendu. Couleur et rendu. Donc tu commences directement en couleur, tu commences jamais en valeur d'abord? Je commence, si, en valeur, masse, attends, parce que j'ai perdu une étape, masse, enfin silhouette, line, valeur légère avec des gris médium, c'est le plus clair que je peux avoir quand je tac les valeurs. Et ensuite, je viens attaquer la couleur et claquer des lumières. Ça c'est pour les persos, et pour les environs, j'aime bien partir de n'importe quoi
des formes vraiment aléatoires. Je vois ce que ça m'évoque selon l'environ que j'ai envie de taper. Là, par exemple, je savais à peu près quelle ambiance je voulais, mais j'ai vraiment posé des masses aléatoirement. Et après, je viens retravailler avec les contraintes entre guillemets qu'il peut y avoir dans l'environnement. Par exemple, alors normalement, voilà, c'est un comme ça. Avec mes persos ici, puis après une espèce de cheminement jusqu'à la ville ici, pour avoir un peu de profondeur, une perspective atmosphérique, machin. Lecture de gauche vers la droite, donc mes persos partent de bas à gauche pour arriver vers haut droite. Si je tourne cette image, je trouve que ça veut plus dire la même chose. Là, en plus, ils sont juste esquissés. Si je faisais une tête de perso ici, on a presque l'impression qu'il quitte. Qui se barre, c'est ça, ouais. Si je faisais ma tête perso comme ça, voilà, il se barre de la ville, je trouve que ça veut plus dire la même chose. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai mis longtemps, que je prêtais pas beaucoup attention avant et que maintenant je fais très attention au sens de lecture. Et donc voilà, j'aime bien de partir pour les environs de forme aléatoire. Et après, je viens directement, alors forme aléatoire en valeur. Et après, je viens très très rapidement plaquer des couleurs dessus. D'accord. Donc tu fais quelquefois plusieurs thumbnails, par exemple, donc plusieurs vignettes, si je traduis bien. Ouais. Surtout pour les environs, j'imagine. J'aime bien le one shot. Et si je trouve pas une compo qui me satisfait, je repeins par dessus. Et du coup, ça amène des coups de brush aléatoires, ça amène l'accident, heureux ou malheureux d'ailleurs, mais en tout cas, ça peut amener quelque chose d'inattendu, en tout cas, que moi j'aurais pas fait consciemment avec une line propre. Et du coup, ça amène l'accident, je vois un peu ce que ça m'évoque, et j'en efface, j'en remets, je repeins, machin, mais en tout cas, ça amène pas mal d'idées au final. Donc j'aime beaucoup l'aléatoire quand je commence un environ, avec toujours en tête ce que j'ai envie de faire en environ. Ouais. Mais par exemple, pour l'Illus, cette illustration-là, j'avais zéro idée, je suis parti de forme complètement aléatoire et ça m'a évoqué ça au final. Une fois que des formes aléatoires m'évoquent quelque chose, j'essaie de trouver la compo qui ira bien. C'est intéressant comme procédure. Donc j'aimerais bien le faire un peu plus avec les persos, mais j'y arrive pas. Je suis trop tenu à avoir essayer de trouver des formes nouvelles, c'est compliqué aussi, d'avoir des concepts nouveaux, des trucs qui sont pas une espèce d'effet de mode du moment. Il y a des fois où sur des persos on voit des formes qui se répètent d'un artiste à un autre, et j'aime bien essayer de trouver autre chose que j'allais dire la facilité, c'en est pas, mais à force d'être abreuvé d'images, je pense que ça nous influe d'une manière ou d'une autre. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Donc ouais, j'aime bien essayer de trouver des formes un peu qui changent un peu de l'ordinaire. Ouais. C'est de creux. En plus, le monde de la fantasy, ça a été vu et revu. Donc, si on n'apporte rien de nouveau, et je dis pas que je suis un génie, attention. Mais s'il n'y a pas même ne serait-ce que des fois une ambiance, pas forcément des formes nouvelles, mais une ambiance qui fait que elle va popper. Oui, réussir à surprendre encore un petit peu le spectateur. Ouais, exactement. Ou alors l'impliquer un peu plus peut-être des fois dans une scène, et du coup d'avoir un côté un peu plus immersif. Donc c'est des trucs auxquels j'essaie de faire attention. Je dis pas que j'arrive tout le temps, mais j'essaie. Ouais. Et par exemple, une illustration finalisée comme celle que tu es en train de faire, il faudrait à peu près combien de temps entre le premier coup de brush et vraiment l'image finalisée? J'essaie de m'imposer une limite, encore une fois, pour une question de contrainte, et parce que sinon on pourrait passer sa vie sur une seule illustration. Ouais. J'essaie de m'imposer entre 20 et 30 heures. D'accord. Donc c'est déjà un beau chiffre, hein. C'est déjà de l'illustration, je pense, assez peaufinée. J'essaye, et en même temps, je te dis, des fois, il y a, comme je travaille entre 10-12 heures par jour, pour moi, ça paraît pas beaucoup, ça fait 3 jours, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un bon rythme. Ouais, en tout cas, quand j'ai du temps libre et que je suis pas sous des contrats pro, c'est vrai que c'est hyper plaisant de pouvoir. Puis en plus, ça nous permet de tester masse de trucs qu'on ferait pas avec un boulot pro parce que pas sûr de la technique. Et donc du coup, c'est vachement plaisant de partir quand on n'est pas en période de frustration évidemment, mais ça reste vachement plaisant à faire. Ouais. Et quels sont les artistes qui t'inspirent? Alors particulièrement dans la fantasy, mais il y en a peut-être aussi en dehors de la fantasy. Alors ça peut être des maîtres, des temps anciens, comme des artistes actuels. Hein. Je l'ai déjà dit, je le répète. S'il m'écoute, je lui dis Marc, je kiffe ton travail.
Je kiffe la personne aussi, faut qu'il le sache. Marc Simonetti, ouais, beaucoup. Tyler Jacobson, en tout cas des artistes pour lesquels on sent un background tradi, j'aime beaucoup. Il y a qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a Dave Raposa qui touche de plus en plus de tradi. Dave Raposa que j'aime énormément. Ouais, Tyler Jacobson. J'ai rencontré un modeler, un putain de génie il y a pas très longtemps, grâce à New Age, qui s'appelle Cyril Rocklen. Je crois que tout le monde qui a au moins cherché des références sur internet de bestioles ou de guerriers, il est forcément tombé sur un de ces modelages. Il m'inspire vraiment énormément. J'ai capté en fait que c'était lui il y a vraiment peu de temps. Je vais juste montrer son taf. Et je pense que tout le monde a à peu près vu cette image-là qui est vachement connue. Il est ArtStation. Et qui travaille en manière très rough, très rough. En fait, on a un peu la même façon de travailler. J'aime bien partir de masse et venir sculpter le dent et après retrouver ma line. Et il a un peu cette technique-là avec le modelage. On voit un peu des voilà, ça c'est je tombé 1000 fois dessus. Ouais. En plus, le gars est adorable, super gentil. Ouais, ça claque. Ouais, ça claque, comme tu dis. Qui d'autre il y en a tellement. Mathias Verasselt, beaucoup. Il me met une claque à chaque fois qu'il poste quelque chose. Il est plus côté enduro, lui, hein, il me semble. Ouais. Et il me semble qu'il a aussi une façon de gérer la lumière assez particulière, enfin, en tout cas, dans ce que je retiens. Ouais, puis on dirait que c'est facile de retrouver des lights qui sont impossibles. Il y en a vraiment beaucoup. Je l'ai déjà dit, mais il y a Pierre-Étienne Travers qui touche aussi bien de la SF que de la fantasy. Il y a Paul Chadesson, qui est aussi concept artiste pour Strike V, enfin, qui travaille pour Edge Quit, la boîte qu'il a fondée avec Pierre-Étienne, qui est vraiment monstrueux. Il y a Léo Lasfargue, je crois qu'il est chez Dontnod, lui, qui touche aussi beaucoup en fantasy et un peu en tout maintenant, mais qui est vraiment monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, non, il y en a vraiment. Ça fait déjà beaucoup, hein. Tu peux t'arrêter. Ouais. Je peux en avoir encore 2-3 sous le chapeau, mais là, ça me vient pas de suite. Mais ouais. Il y a des artistes dont j'aime beaucoup voir le travail, où à chaque fois qu'ils postent et que je vois leur nom, prénom dessus, je fais ah alors, et qui mettent à chaque fois une claque et ouais, ça se tire la bourre, c'est super cool. Mais ouais, il y en a beaucoup trop. Il y a John Hove aussi, putain, comment je peux. Ouais, John Hove, forcément. Ouais, il y en a masse. Vraiment beaucoup. Et beaucoup dans le tradi aussi, il y a putain, je suis plus sûr de son nom alors que je connais que lui, Bonner, Jean-Paul Bonner. Il y a Monge aussi, putain. Il y a comment est-ce qu'il s'appelle, Adrian Smith, qui travaille énormément pour Games Workshop, qui est formidable. C'est un monstre. Ouais, il y en a plein. J'essaie de pas. Il y a beaucoup d'illustrateurs japonais aussi qui ont rien à voir avec ce que je peux faire, mais qui m'inspirent beaucoup dans leur univers qui est vraiment très très cool. Ceux qui ont fait Dame Keeper, qui était vraiment top et qui ont une touche assez folle, quoi. Ouais, il y en a beaucoup. Je pense que c'est important aussi de pas se cantonner juste à kiffer des artistes qui font ce qu'on aime. Par exemple, moi, pour la fantasy, c'est vrai que j'ai tendance à chercher ça. Mais quand je peux m'évader, entre guillemets, avec un artiste qui fait essentiellement de la SF, qui fait des trucs qui butent, et qui remettent un peu en cause notre façon de faire, ouais, et nos inspirations, du coup. Ouais, c'est quand même, c'est hyper important, je trouve, de pas se cantonner juste à un style. Varier un petit peu finalement ces sources d'inspiration entre tradi, painting, fantasy, univers différents, etc. Il n'y a pas forcément besoin de rester absolument dans sa niche. Non, je trouve que c'est vachement important. Il y a des illustrateurs ou des concept artistes qui sont pas du tout dans le délire que moi je peux faire et qui m'inspirent vraiment énormément parce que capacité à trouver des formes qui sont hyper plaisantes, nouvelles et qui ont une touche à eux, qui ont un univers à eux et qui amènent forcément à se poser des questions sur notre propre process et qui est de toute façon bénéfique. Au plus on se remet en cause, je pense, au mieux on est apte à se remettre en question et donc à renouveler un peu ce qu'on peut faire.
Alors, on en revient à ce besoin de toujours se renouveler, de jamais rester dans ce qu'on sait déjà faire, dans la facilité. Ce besoin constant de rechercher un peu de défi, un peu de nouveauté. Carrément. Bah, c'est aussi important de pas rester dans sa zone de confort. Si on reste tout le temps dans sa zone de confort, à un moment, on va se faire chier. Et on sera vite dépassé aussi par les suivants. Aussi, ouais, aussi. Et c'est pour ça que je voulais pas, moi, me spécialiser forcément dans un truc. J'aime beaucoup faire beaucoup de choses, vraiment, et avec un plaisir égal. Ouais. Et le fait de pas se cantonner, par exemple, juste à des persos que j'adorais faire avant et que j'aime c'est pas que j'aime un peu moins, mais en tout cas, l'enviro a pris aussi une grosse place dans ce que j'aime beaucoup faire. Et si je m'étais pas attaqué à l'enviro, je pense pas que je pense qu'à un moment avec les persos, je me serais lassé d'une manière ou d'une autre. Ouais, donc du coup, ça m'apporte un plaisir supplémentaire quand je crée. Ok. Allez, question suivante. As-tu des conseils particuliers pour celui ou celle qui rêve de devenir un bon digital painter? Des conseils, tu veux dire, mis à part, t'as fait beaucoup. Je te conseille de taffer beaucoup. Non, des conseils. S'il y en avait un, je pense vraiment qui est essentiel et que moi, du coup, j'ai répété à mes étudiants chez New Age, c'est l'autodiscipline. Vraiment, je pense que c'est vraiment super important. Il y en a beaucoup qui galèrent avec ça. Je pense que c'est moi aussi au départ. Je pense que c'est un apprentissage vraiment de se dire, de se fixer un emploi du temps et de dire, ok, je commence à 8 heures. Et moi, je partais du principe où si je me disais que je commençais à 8 heures et que je commençais à 8h30, c'était déjà un semi-échec. Et si j'arrive à je poussais vraiment le délire. Et du coup, ça me sert maintenant. Enfin, maintenant, je peux commencer à 8h30 au lieu de 8h, je m'en fous un peu. Mais en tout cas, je sais que voilà, il va falloir que je travaille un peu plus. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé avec cet apprentissage de l'autodiscipline qui a fait que je me suis poussé de l'avant tout le temps et comme si j'essayais d'être vraiment super exigeant avec moi-même. Et je pense que ça aussi, être exigeant avec soi-même, pas se contenter et toujours aller de l'avant, ça paraît un peu bateau à dire, mais non, c'est bien de le rappeler, pas rester dans une forme de suffisance ou alors se dire que c'est bon, nos objectifs sont atteints dès qu'on a un commentaire positif, par exemple, ce genre de choses-là. J'imagine que ça rentre aussi en jeu. C'est forcément plaisant, clairement, d'avoir un commentaire positif. On se dit bon, voilà, on franchit un petit pas supplémentaire vers un apprentissage qui dure toute une vie de toute façon. Mais ça reste important, clairement, pour l'ego, pour la confiance, c'est quand même très cool d'avoir un commentaire positif, mais il faut pas prendre ça non plus du type bon, ok, c'est bon, maintenant ça y est, je vais aller poster chez Games Workshop, enfin voilà, il faut pas voir ça comme un aboutissement, voilà, c'est tellement long, moi j'ai encore tellement masse à apprendre, je suis tellement pas satisfait de mon niveau actuel qu'il faut pousser qu'il faut pousser le truc quoi et ça paraît moi ça me paraît vraiment important d'être exigeant avec soi-même et pas se contenter, je pense que c'est un piège de se dire on a fait une bonne pièce, c'est bon, maintenant on peut se poser. Je pense qu'il faut vraiment toujours je pense que c'est une bonne leçon, je suis assez d'accord avec toi. En tant qu'éternel insatisfait, je me reconnais vraiment dans tes paroles. Ouais, clairement. C'est le temps. Je crois que c'est le super pouvoir que j'aimerais bien avoir. Je me le dis vraiment super souvent en disant j'aimerais bien arrêter le temps avec tout le monde s'arrête, stop, comme si tout le monde était en pause et moi je peux continuer à faire des trucs. Ouais, clairement. Des fois, le pouvoir que j'aimerais avoir, c'est de pouvoir te dédoubler. Tu dis par exemple, les 3 clones, il y en a un qui va faire de l'enduro, l'autre qui va faire de l'anatomie. C'est clair. Et puis le troisième, il va apprendre la 3D, ça lui fera les pieds. Ah, exactement. Moi j'aimerais bien commencer un peu la 3D, justement pour pouvoir, tu vois, ça va loin, hein, le délire de faire mon petit truc, justement pour pouvoir modéliser un ou deux persos et plus si j'apprends à maîtriser ça serait qu'en plus je suis vraiment dans le bon lieu avec New Age où il y a vraiment des gros spécialistes 3D, ça serait con de passer un peu à côté de ça. Donc ça c'est un de tes objectifs à l'avenir, alors essayer de toucher un petit peu de 3D. Ouais, alors pas pas vraiment pour faire de la modélisation pure. J'aime, je sais pas comment le dire. J'ai peur de froisser des gens. Si j'aimerais pas partir d'une base 3D pour voilà, ça c'est pas mal. J'aimerais pas partir d'une base 3D pour taper des trucs en 2D. C'est un truc qui reste pour moi vachement ancré, tradi artisanal. Je sais pas comment le dire, mais ça reste un peu ancré dans ça, dans mon esprit. Même si je fais du photobash et de l'apport de texture, hein, tu vois, c'est pas un truc qui est, je suis pas fermé à tout non plus, la secte quoi. Mais c'est voilà. Mais en tout cas pour de la modélisation, et peut-être que j'y viendrai d'ailleurs, je dis ça, mais peut-être que j'y viendrai. Mais pour faire de la modélisation et mettre un peu en volume ce que les idées que j'ai, j'aimerais bien vraiment me toucher à la 3D
pour déjà pour ajouter une petite corde à mon arc et puis en plus me faire plaisir sur des concepts que j'ai envie de pondre et de voir un peu tourner plutôt que d'avoir toujours en 2D. Ouais, et puis avoir une technique de plus finalement à chaque fois que tu as une nouvelle technique, ça t'ouvre aussi de nouvelles portes. Ouais, carrément. Choses que tu n'aurais pas pensé habituellement ou un autre process ou etc. Ouais, c'est vrai aussi. J'avais tenté SketchUp et ça a été tout seul, puis en même temps j'avais pas poussé le truc. J'avais trouvé ça hyper frustrant et chiant. Mais je pense pas que c'était le bon logiciel pour commencer. Donc, Allez, je te pose les questions de la fin. Ouais. Où te vois-tu dans 5 ans? Putain, la question, sérieux. C'est déjà pas ce que je vais faire demain. Ouais, c'est chaud. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Ouais, j'en sais rien. Dans 5 ans, où est-ce que j'aimerais, je sais pas, illustrateur à plein temps pour Wizard of the Coast, ça m'irait parfaitement. Je me verrais bien aussi faire du concept dans une boîte, dans un studio, ça m'irait parfaitement. Je me vois bien aussi intervenant toujours à New Edge. Je kiffe tellement ça là en ce moment que je me vois mal arrêter du jour au lendemain. Enfin après ça dépend pas que de moi, mais je me vois mal arrêter ça. Ça a vraiment pris un point important de ma vie pro, clairement. Et en même temps, j'ai toujours très envie de faire de l'illustration. Hein. Je dis pas que je vais arrêter, attention. Dans 5 ans, je sais pas. Est-ce que j'aimerais bien une expérience à l'étranger dans un studio. Je sais pas vraiment. Je sais pas du tout. Je suis vraiment open à tout. Je suis dans 5 ans, est-ce que je me verrais illustrateur? C'est la réponse sûre que je peux donner. La seule chose sûre. Ouais, clairement. Voilà, j'ai pas mieux. J'ai pas vraiment open. C'est une très bonne réponse. Ouais. Bon bah écoute, est-ce que tu as un dernier conseil pour tout passionné qui voudrait suivre ton chemin et avoir voilà peut-être une carrière similaire ou... Un conseil, soyez curieux de tout. Ça pareil, ça peut paraître bateau, mais quand on tape de l'enviro, quand je fais des architectures, à chaque fois je me dis on prend une toute petite partie de chaque métier qu'on essaye de représenter. Quand je fais une architecture ou un bâtiment, je me dis, si j'étais architecte, comment est-ce que j'aurais tapé ça? Là, je vais pas mettre une porte, que c'est pas pratique si on descend par là ou là. Si on fait un concept de vaisseau, pareil. Alors la porte d'entrée, enfin le cockpit, je vais pas le placer de cette façon, je vais pas le faire tourner de cette façon. Je vais plutôt le mettre dans cette position parce que sinon avec le réacteur ça va faire chier. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs. Moi, dans ma bibliothèque, j'ai aussi bien des bouquins sur l'armement du Moyen Âge à nos jours que des archis très détaillés de la ville de Rome ou les statues de la basilique Saint-Pierre. J'ai aussi des artbooks de Sparte, j'ai des trucs sur la guerre des étoiles, voilà, lisez franchement, lisez, traînez sur internet, mais vous cantonnez pas juste à des trucs qui peuvent vous plaire, soyez vraiment curieux de tout. Je pense que ça éveille aussi la créativité, ça réveille des choses et des concepts qu'on n'aurait pas pondus avant. Et ça reste pour ce job en tout cas, ça reste super, et même dans la vie en général, je pense que ça reste super important. Ouais, je crois que ça serait l'ultime. Très bon conseil. Très bon conseil. Bah, écoute, je sais pas s'il est très bon, mais je sais pas s'il est très bon, mais j'invite à le faire. C'est vraiment super. Mais il est enrichissant, on va dire. Bah, écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux encore ajouter quelque chose. Oui, merci la vie, merci de quelqu'un part en couille. Le mot de la fin. Déjà, merci à toi de m'avoir proposé cette interview. J'espère que j'ai été pas trop casse-couille. T'étais vraiment chiant. C'est pas impossible. J'espère aussi que alors, je suis pas parole d'évangile et je me prends pas pour Dieu le Père, faut quand même pas déconner, mais aussi ça peut trouver écho chez les internautes et que ça peut éveiller quelques trucs ou quelques réflexes qu'ils avaient pas avant et que ces réflexes-là qu'ils n'avaient pas avant en deviennent justement maintenant des choses un peu plus carrées, un peu plus posées et qu'ils le fassent quotidiennement. J'en serais super content si ça peut éveiller je sais pas s'il y a des gens qui font ça juste pour le hobby en disant j'ai un boulot fixe et j'y arriverai pas et je fais ça pour mon passe-temps, mais que ça peut éveiller des
j'arrive pas à trouver le terme, ça m'énerve. Ça peut éveiller Je cherche aussi, mais... ça peut éveiller quand tu trouves vraiment ta voix, quoi. Révélation, peut-être. Ouais, ça peut être une révélation pour des gens en disant, ok, je vois pas pourquoi moi j'y rêverais pas. Enfin, ça serait déjà super cool et voilà, il faut pas. Alors pareil, le mot de la fin de merde, sans déconner, mais je trouve ça tellement important et je trouve que c'est tellement la base des jobs qu'on peut faire en général et donc de la vie qu'on peut soit avoir ou soit subir. Je trouve ça vraiment important, quel que soit l'âge. Je pense qu'il est jamais trop tard pour bien faire et faire ce qui nous plaît. Et je vais prendre, au-delà de mon exemple, je vais prendre un pote que je surkiffe et que je salue. Il était banquier et il avait le job vraiment très bien payé, très confortable. Et un beau matin, parce que sa conscience, mais en tout cas moi quand il m'en a parlé, c'était un peu ça. Il s'est dit mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et lui son rêve c'était de devenir kiné. Il a lâché son boulot de banquier qui était confortable, qui était très bien payé. Il a lâché ça et il est retourné en école d'infirmier pour passer le concours en interne de kiné. Et je trouve ça tellement taré, je trouve ça tellement bon de le faire et de se dire qu'il n'y a pas de mauvais moment pour le faire que j'invite tout le monde vraiment, même si c'est pas un boulot d'illustrateur, mais faites ce qui vous plaît et vous faites pas chier avec les candidatons. Je pense que ça aussi c'est hyper important. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Ouais, bah écoute, je suis sûr que ça fera écho, en tout cas je l'espère, c'est vraiment une bonne leçon et que je rejoins d'ailleurs complètement. En tout cas, merci à toi, hein. C'est vraiment moi qui te remercie d'avoir accepté cette interview, c'était super intéressant, super enrichissant. En tout cas, je l'espère et j'attends d'ailleurs les commentaires des spectateurs et des internautes. Donc merci à toi. Mais merci beaucoup. Non, vraiment, encore une fois, c'est moi qui te remercie. Non, c'est moi. Non, problème. Non, c'était vraiment très cool. Merci beaucoup, vraiment. Et puis merci aux gens qui me soutiennent au quotidien, ma femme, mes enfants forcément, mais aussi tous les gens qui m'envoient des MP sur Facebook soit parce qu'ils ont un problème, soit parce qu'ils aiment bien le boulot et qu'ils me le disent. C'est toujours super plaisant, même si j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Je lis toujours tout et merci beaucoup pour tout ce soutien-là. Et puis encore une fois, merci à toi. Eh ben, je te remercie pour toi et pour ta disponibilité. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Salut. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.